Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous écouter, on va vous parler de vinaigrette, vinaigre et vinaigrier dans l'épisode 95 ou 95. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, c'est Marc, je vous retrouve pour la fin de l'été. On va clôturer cette série consacrée au repas à l'extérieur, au barbecue, enfin au menu d'été. Et je vous retrouve pour ça avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Alors, l'été a été chaud cette année. Été 2018, j'espère qu'on s'en souviendra. J'espère que ça va être une bonne année en vin. Parce on l'annonce excellente, j'ai entendu des commentaires à la radio qui en parlaient. Donc, 25% de rendement en plus à peu près partout. 25% de rendement en plus. Pourtant, j'ai entendu que le blé, par contre, était à 25% de rendement en moins. Mais il faut pas oublier, c'est que la vigne, elle descend très profondément chercher l'eau dont elle a besoin. Donc, elle résiste beaucoup mieux que certaines plantes. D'ailleurs, il suffit de voir les vignes qui posent sur les coteaux en Côte-du-Rhône. On a des galets de la taille d'une tête d'homme à peu près ou d'un enfant pour certains. On plante des petites vignes de 15-20 cm là-dedans. Et la vigne, dès les premiers moments où elle est plantée, est capable d'envoyer ses racines, de retrouver un sol humide, et puis de descendre à des profondeurs qu'on voit en Champagne. Vous avez parfois des caves qui sont créées en dessous des vignobles. Et alors les racines des vignes arrivent au plafond des caves. Donc ça veut dire que dans certains cas, on parle d'une bonne vingtaine de mètres pour la profondeur atteinte par les vignes, voire même peut-être plus. Ah bon, on n'est pas là pour parler de vignes, de vin. Ce sera la prochaine fois, la limite. Oui. En tout cas, j'ai eu très chaud cette année. Et on a fait beaucoup de barbecue. J'espère qu'on vous a beaucoup inspiré. On a parlé de divers sujets, dont un qui a eu beaucoup de succès, je vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus écouter et commenter. C'était la série sur les beurres. Tu avais proposé sur 2 épisodes toute une série de recettes de beurre. Quand tu es venu en disant « je vais parler des beurres », moi j'avais quand même quelques a priori là-dessus en me disant il va encore nous sortir des recettes toutes poussiéreuses et des trucs qu'on ne mange plus de nos jours. Mais apparemment ça a eu son succès et ça a eu c'était beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Et on a eu justement... Tu douterais de moi comme ça finalement, Mais non, je ne peux pas le moins du monde. Voyons. Il me semblait bien. C'est pour ça, sinon je t'aurais jamais laissé faire, Guy. Mais donc, on a eu Fix qui nous a envoyé un message d'ailleurs parce qu'il a réagi sur une recette de beurre que tu as donnée qui est le beurre Bercy. Et il a été voir dans son gringoire et il m'a donné une copie. Que tu m'as fait parvenir d'ailleurs. Donc je t'ai envoyé ça à la page numéro 5. Dans le répertoire de la cuisine, oui. Il cite plusieurs beurres. Il y a une liste des beurres composés et le beurre Bercy diffère du beurre que tu as donné, à part ce qu'il dit qu'il manque les dés de moelle. Les dés de moelle. Attends, les dés de moelle pochés. Alors, et donc, tout à fait. Tout content, il dit que... Une petite remarque concernant l'épisode 90, notre cher Guy a oublié de citer l'ingrédient clé dans la réalisation du beurre Bercy, les dés de moelle pochés. Pas de beurre Bercy sans moelle pochée. Alors, moi, je vais rassurer notre cher auditeur, et je le remercie d'ailleurs au passage, parce que ça prouve qu'il suit nos épisodes avec beaucoup d'assiduité et beaucoup de perspicacité. Alors, je vais le rassurer sur plusieurs points. Tout d'abord, le gringoire et saunier dont il nous fournit la photocopie, je m'en sers depuis 43 ans maintenant. Donc je le connais quand même, je pense, particulièrement bien. Et ce n'est pas ni un oubli ni une erreur de ma part. En fait, moi, quand je me suis inspiré du beurre Bercy pour faire le beurre que j'ai donné donc sur notre site, je me suis inspiré du beurre Bercy qui accompagne la sole Bercy. Et alors, pour son information, je peux lui signaler que ça se trouve à la page 95. Donc, le beurre Bercy qui accompagne le poisson ne contient pas de moelle et c'est un peu logique. Ça, c'est la première raison. Donc, moi, j'ai été, je dirais, chercher ma source au beurre Bercy qui accompagne la sole. Alors, deuxièmement, je vais faire une confidence, mais il n'y a que nous deux qui sommes au courant, c'est que je n'aime pas la moelle. Je suis allé avec un ami français que tu connais dans un restaurant de la grande banlieue de la capitale de France, de Paris, où on a du restaurant duquel, de la terrasse, on a un très beau point de vue sur la Tour Eiffel.
Et nous avons mangé une côte à l'os. Alors la côte à l'os était très bien, arrivée avec les accompagnements traditionnels. Il y avait une pseudo béarnaise, puisqu'en fait c'était aussi à base de beurre. C'était plutôt un beurre béarnais. Il y avait du ketchup, il y avait de la moutarde, enfin, il y avait tout ce qu'il faut. Et alors sur la côte à l'os, il y avait de la moelle. Donc de la moelle qui était bien sûr cuite, évidemment. Alors l'ami avec lequel j'ai été me dit c'est quoi? Je dis ça doit être de la moelle. Je dis donc je pense qu'on en a pris un tout petit morceau comme ça. Et moi qui connais le goût de la moelle, j'en ai pris un tout petit morceau également. Je dirais une demi-cuillère à café. Bon, je n'ai vraiment aucun plaisir à manger de la moelle. Je n'aime pas ce goût-là, je n'aime pas sa consistance, je n'aime pas sa couleur, je n'aime pas son odeur, je n'aime pas C'est un son peu goût. comme la cervelle, non? Non, c'est différent. Disons que la moelle, quand elle est froide, quand elle est, disons, crue, elle se trouve donc bien sûr au milieu des os ronds du bœuf et éventuellement du veau, mais enfin c'est souvent la moelle de bœuf à laquelle on fait référence. Donc les os ronds, ce sont uniquement les os des membres, les os des pattes avant, des pattes arrière. Alors il y a des gens qui sont des amateurs fous parce que dans la restauration de brasserie, on trouve parfois en entrée des os à moelle qui ont été bien sûr pochés et qu'on sert comme ça chaud bien entendu sur une assiette avec du gros sel. Et ceux qui en sont amateurs vont chercher cette moelle avec un couteau et l'étalent sur une tranche de pain beurré ou éventuellement de pain grillé. Ils mettent un petit tour de sel, un petit tour de poivre et ils s'en font, je dirais, un plaisir. Donc moi je ne dis pas que c'est mauvais, je dis simplement que je n'aime pas. Donc en règle générale, pour ceux qui l'auront remarqué, dans les recettes de cuisine que je donne des recettes que j'aime bien, de choses que j'aime bien. Donc ici, a fortiori, je n'allais pas mettre de la moelle, je dirais, à l'honneur parce que je ne l'aime pas. Et deuxièmement, j'estime que de la moelle, même si elle a été pochée avant, lorsqu'on la sert dans un beurre qui est froid, la moelle redevient froide et ce n'est pas très 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 heureux à mon goût. Alors autant je peux admettre par exemple que dans la sauce Rachel, pour une entrecôte Rachel, dans la préparation dite Rachel, il y ait de la moelle qui accompagne le plat, mais là elle est servie chaude. Alors la servir froid, déjà que ça me pose problème. Déjà que la servir en général me pose problème, la servir froide me pose encore plus problème. Et alors en plus, quand j'ai donné donc cette recette du beurre Bercy, moi je le destinais aussi, ou en tout cas à accompagner, je dirais surtout des poissons, des crustacés, donc des scampi, des choses comme ça. Donc forcément là, la moelle n'avait pas sa place. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai donné une version de beurre Bercy sans moelle, je dirais en toute connaissance de cause et volontairement, voilà tout simplement. Mais je remercie encore une fois notre auditeur et je l'invite à aller voir la sauce Bercy de la page 95 de laquelle je me suis inspiré. Voilà. Voilà, donc c'était David qui nous envoie quand même pas mal de messages, donc c'est quelqu'un qui nous écoute beaucoup. Alors, Mais c'est très très bien. oui. On le remercie. N'hésitez pas, si comme David, vous avez une question, une remarque à faire, eh bien, envoyez un email à question@parlescuisines.com et je retransmets ça. Je reçois ces emails sur mon téléphone, donc généralement, il faut moins d'une heure pour que je me rende compte. Et puis, si c'est une question technique, je transmets ça à Guy et puis en fonction de ses disponibilités, il répond. Donc, on a comme ça des questions par exemple, il y avait une question que quelqu'un avait mis sur le site, en dessous des notes de l'épisode, en demandant si on pouvait faire mariner les légumes. Et ce à quoi tu as répondu que c'était possible et tu as expliqué ça. Donc, allez voir un petit peu l'épisode sur les marinades. J'ai recopié Et j'ai donné l'exemple, en fait, finalement, des pommes de terre, puisque les pommes de terre, même celles qu'on trouve dans le commerce sous forme surgelée, parfois fraîches d'ailleurs, il y a des pommes de terre qui vont par la suite être passées en friture et qui sont déjà épicées et assaisonnées avec des herbes fraîches ou des herbes séchées éventuellement. Bon, voilà, oui, c'est une forme de marinade à sec. Par contre, des légumes qui ont été marinés dans un mélange d'huile aromatisée avant d'être cuits, je ne connais pas comme ça. On va plutôt faire l'inverse. Finalement, le poireau à la vinaigrette, c'est un légume mariné. C'est un grand classique de la cuisine française. On a cuisiné le poireau en le cuisant, donc soit à la vapeur, soit à l'eau bouillante salée, et ensuite on le met en vinaigrette. Et ça tombe bien puisqu'on va parler des vinaigrettes aujourd'hui. Voilà. Mais c'est en fait un légume qui est mariné. Mais il est mariné après cuisson, si je peux dire, et non pas avant cuisson. Voilà, tout simplement. Ok, exactement. Donc, pour revenir à notre série d'été, comme l'été touche à sa fin, c'était un été qui a été fort chargé pour nous. Je me dis, on va pas terminer comme ça sans clôturer
par un épisode. On a pris un peu de retard sur les enregistrements. On vous a promis qu'on allait aborder des sujets. Et finalement, si on devait aborder tous les sujets qu'on voulait aborder cet été, on finira à Noël. Oui, c'était pas possible. Hein. Bon, j'ai relevé qu'effectivement, au fur et à mesure des publications, que tu avais promis de parler des salades d'accompagnement et des vinaigrettes. Alors, en préparant cet épisode, tu me dis, oui, mais la salade d'accompagnement, ça va être difficile parce que... Ça tombe un peu trop tard finalement, hein, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais par contre, la vinaigrette, c'est très bien parce que la vinaigrette n'est pas utilisée seulement en été, elle est utilisée pendant toute l'année. Ah oui. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des techniques de la vinaigrette, des différentes sortes de vinaigrettes et surtout de la manière dont on doit les proportionner. Comment fait-on pour y arriver en fait, hein? Oui, mais Parce avant que ça, avant que tu rentres dans le vif du sujet, je voulais juste faire un petit... comment dire, un petit pouce en l'air à ceux qui se sont abonnés sur notre page Tipeee, parce que nous avons une page Tipeee qui vous permet de contribuer à notre podcast. Vu que nous ne sommes pas financés par des maisons de production, par les impôts français ou par un quelconque sponsor, nous laissons donc le loisir à tous nos auditeurs de contribuer afin de pouvoir assurer la pérennité de ce podcast. Et justement, en ce mois d'août, nous avons eu quand même quelques personnes qui ont réagi à l'appel que j'ai lancé sur la page Facebook et aussi sur mon compte personnel. Et donc, je me permets de remercier Laurence qui s'est abonnée au grade de garçon de café, Jessica qui s'est abonnée au grade de portier, Boudet et Yves qui se sont abonnés au rang de chef de partie, et Marivonne qui s'est mis au rang de, j'oublie lequel c'est celui-là, Marivonne qui a été très généreuse d'ailleurs, que je remercie, chef de rang. Voilà, parce que j'ai créé des grades, voilà. des grades en fonction de la contribution que tu mets, et Yasmina qui est au grade de garçon de café. Alors, il y avait aussi auparavant François-Xavier qui était commis de cuisine et Marie qui était garçon de café aussi. Et donc, en fonction de chaque rang, je mets un petit commentaire et puis vous avez des petits bonus. Si vous voulez accéder d'ailleurs à Guy et passer par exemple du temps en tête-à-tête avec lui pour lui demander des conseils sur des niveaux plus techniques, il y a un grade qui existe. Je crois que c'est à partir de saucier ou de maître d'hôtel que vous pouvez commencer Eh bien, à... comment dire étant. Voilà. Donc, je vous invite à donc aller jeter un œil sur la liste, sur la page. C'est tipee.com/parler-cuisine-podcast, ou alors vous avez un lien sur notre page Facebook et puis aussi sur notre site internet parlercuisine.com. Voilà, je voulais juste remercier ces gens-là, un tout grand merci parce que grâce à vous, on est presque... On éponge un peu nos frais, hein. Oui, Voilà. mais parce que oui, ça commence à coûter cher à notre petite finance. Bon, Oui, c'est oui, pas oui. ça, c'est juste que ça nous permet d'améliorer la qualité, d'investir dans du matériel. Bon, là pour l'instant, on arrive au niveau où tous les frais fixes sont couverts. Donc c'est que si on a ça tous les mois et qu'on arrête de produire, le podcast continue à vivre. Bon, après, on aimerait bien monter un petit peu parce que, je sais pas, cet été, on a eu donc l'occasion, et vous allez le voir dans les épisodes prochains, on a eu l'occasion de s'asseoir à la table d'un grand chef de renom de la gastronomie française. Et, De renom mondial, hein. mondial, oui, mais c'est un représentant de la gastronomie française et qui a été très généreux avec son temps et comment dire, ses conseils et ses histoires étaient très sympathiques. J'ai passé un Et très excellent moment. sympathique, hein, vraiment, Voilà. quelqu'un qui avait le cœur sur la main, on peut vraiment le dire. Mais ça, cet enregistrement, j'ai pu le faire. Je sais pas si tu as vu le matériel que j'ai amené. Oui, oui, oui. Ça, c'est pas bon marché, quoi. Et il faut reconnaître que dans ce genre d'expédition que nous avons faite, bon, ça nous coûte de l'argent aussi, hein, parce que bon, j'ai quand même dû faire 800 bornes pour aller le rencontrer. Bon, Oui. je dirais que les voitures et le péage, ce n'est pas avec de l'eau de pluie qu'on alimente la voiture et des feuilles d'arbres qui payent le péage. Donc, malgré tout, on le fait par plaisir. Il faut quand même reconnaître qu'on fait ce qu'on fait par plaisir. Mais c'est vrai que si on pouvait éponger les frais fixes, c'est déjà très bien. Mais si on parlait quand même du sujet du jour. Pardon, voilà, donc oui. Donc Tipeee, si vous voulez nous soutenir. Oui, non, une dernière petite remarque. Sur les 7, à l'heure où j'enregistre, il y a 7 personnes qui sont ce qu'on appelle les tipeurs. Hein, qui donnent un tip, comme ça. Tip en anglais, c'est un pourboire. Parce que faut savoir que dans le monde anglo-saxon, en Amérique, en Angleterre, le personnel de salle dans les restaurants sont rémunérés au pourboire, au tip. Donc en fait, c'est le salaire qui touche. Donc quelqu'un qui travaille dans la restauration, son salaire, c'est des types ils sont payés par les clients en fonction de la satisfaction que le client a eue à ce moment-là, quoi.
Et donc, si vous êtes satisfait, maintenant c'est à votre tour. Sur les 7 personnes qu'on a, il y en a quand même 6 femmes et 1 homme. Donc je remercie François-Xavier d'être le seul représentant de la genre masculine, parce que je trouve ça un peu paradoxal, parce que tu vois, c'est un podcast animé par 2 hommes, et je me rends compte que finalement, on plaît beaucoup aux femmes. Mais c'est ça la gloire, hein, finalement. Non, voilà, donc s'il y a des hommes là derrière qui veulent un petit peu rétablir l'équilibre, parce qu'on parle C'est vrai. d'égalité des sexes, On va etc. essayer de faire un petit peu susciter des vocations comme ça chez les Voilà. hommes. Hein. Donc, une vocation financière, voilà. Donc, maintenant, l'épisode que j'attends depuis quand même le début de l'été, parce que la vinaigrette, c'est un sujet qui... Ma mère m'avait donné sa recette de vinaigrette que j'ai jamais réussi à faire correctement comme elle faisait. Faut savoir que les salades sont devenues un plat principal, en fait, assez récemment dans la cuisine française. J'ai connu l'époque dans les années 90 où c'est arrivé comme une déferlante, où on commence à manger des salades à midi, puis on mange des salades le soir. Eh bien, c'est une erreur de le croire, cette histoire. Tu as évoqué le Buddha Bowl. Oui, mais tout ça, c'est une erreur. Alors, c'est parce qu'on n'a pas préparé, je dirais, l'émission avant, dans le sens où on travaille comme ça, je vais dire, parfois en fil tendu, hein. Il y avait... C'est totalement improvisé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y avait au 19e siècle un bonhomme, j'ai oublié son nom, mais bon, je pourrais retrouver éventuellement en cherchant un petit peu qui c'était. Un bonhomme qui s'était spécialisé dans Paris pour aller faire la vinaigrette chez les gens. Ah oui. Donc, il avait sa petite valisette avec toute une série de flacons, des huiles, des vinaigres, des épices. Et alors, il allait comme ça, à la demande. Hein. Je ne sais pas évidemment si le téléphone existait. Je pense que le téléphone n'existait même pas, ou à peine. Il allait comme ça, c'était donc dans la deuxième partie, si mes souvenirs sont bons, du 19e siècle. Il allait comme ça chez les personnages influents ou huppés. Et au moment donc du repas où on prenait la salade, parce qu'il faut savoir que la salade dans le menu était un plat à part entière qui se prenait après le plat principal, donc on mangeait de la salade séparément. C'est encore une mode qui est restée à la française pendant les années ici du 20e siècle. Hein. Contrairement à la Belgique où la salade fait partie du menu, en France, on a toujours mis la salade après. Hein, on mangeait la viande, quelquefois même sans féculents, sans garniture. On la mangeait avec éventuellement un légume ou l'autre. On mangeait parfois, je l'ai déjà vu dans certaines régions de l'Est de la France, par exemple, on mangeait un gratin dauphinois seul après la viande. Et puis on mettait encore après ça de la salade qui était mangée séparément. Alors évidemment, en Belgique, on mélange tout, hein, et nous, ça nous paraît vraiment incongru de séparer à ce point les aliments. Donc notre ami dont je parlais, dont j'ai oublié le nom, se rendait comme ça chez des personnes de la haute société. Il s'était fait un renom extraordinaire parce qu'il assaisonnait les salades un petit peu comme un artiste qui arriverait, qui vous dessinerait une caricature. Hein. C'est un peu comme si vous aviez appelé Picasso et qui vous fait un dessin sur la nappe et que vous ne jetez plus jamais la nappe. Bon, donc le bonhomme arrivait. Et puis, en fonction de ce qu'il voyait qu'il y avait assaisonné, il réalisait des vinaigrettes, je dirais, à la demande, ou des vinaigrettes dont il produisait, je dirais, l'originalité au moment où il la réalisait. Donc, dire que la salade est une mode récente, oui, c'est une mode, c'est une chose qui est revenue à la mode. Et qui est revenue à la mode, pourquoi? Parce que il y a là derrière des magazines de l'été qui promettent, si on suit leur régime, de perdre 10 kilos autour des hanches, etc., donc la salade est quand même connue comme étant un aliment qui est un peu nutritif. Eh bien, il faut l'assaisonner. Alors bon, la mayonnaise a de la mauvaise presse parce qu'elle est réputée être lourde, être indigeste. Et grasse. Par contre, la vinaigrette, elle est censée, elle, être beaucoup plus digeste et beaucoup plus light. Ce qui évidemment n'est pas tout à fait exact. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une vinaigrette? Alors, on pourrait, disons, catégoriser les vinaigrettes dans plusieurs types, en fait, en fonction de leur réalisation et en fonction des ingrédients utilisés. Alors, la plus simple des vinaigrettes, c'est la vinaigrette minute qu'on fait, non pas à part, mais qu'on fait directement sur l'aliment assaisonné. Et c'était sans doute ce que cet artiste de la vinaigrette faisait. On lui présentait un plat de salade avec toute une série d'ingrédients, et puis il prenait tel flacon d'huile, un ou plusieurs flacons, tel flacon de vinaigre, du sel, du poivre et des épices, et puis on mélangeait tout ça. J'ai une remarque. Pardon? J'ai une remarque parce que je t'ai dit, j'ai acheté le nouveau Larousse de la gastronomique qui date du début des années 60. Oui. Et dedans, en fait, on fait référence à la sauce vinaigrette. Oui, tout à fait. C'est bien de ça qu'on parle. Parce que maintenant, on dit vinaigrette, mais à l'époque, ça s'appelait sauce vinaigrette. C'est une sauce vinaigrette. Alors, c'est une sauce vinaigrette, comme on disait également, de la sauce mayonnaise, évidemment. Hein. Ah oui. Donc, et qu'on a raccourci maintenant en disant de la mayo. Bon.
Heureusement, on ne dit pas de la vino, hein, ça s'est encore resté un nom vinaigre. complet. Donc, la vinaigrette en question, elle consiste tout simplement, et je l'ai faite pendant des années. Il y avait je dirais un mesclin assaisonné. Vous donnez quelques tours de moulin à poivre de qualité. Vous donnez de la pincée de sel. À l'époque, on ne parlait pas comme maintenant des fleurs de sel et compagnie. Vous prenez une bonne bouteille d'huile d'olive. Hein, et à ce moment-là, je veux comme citer une marque, c'était de l'huile d'olive Puget, qui est une huile d'olive française, qui est quand même une bonne qualité, hein, qui a une grande qualité d'ailleurs. Et puis un bon vinaigre de Xérès, mais alors de l'authentique, du vrai bon vinaigre de Xérès, pas des ersatz clairs et transparents qui n'ont pas de goût. C'est un vinaigre de Xérès qui avait vraiment de la personnalité. Forcément, je ne mesurais pas. J'avais le compas dans le poignet, si je peux dire. Hein, je savais combien je devais mettre d'huile d'olive, de filet d'huile d'olive. Et un chef cuisinier qui s'y connaît. Bon, après, il mélange le tout. Alors, je sais que ça fait c'est en cuisine, hein, ça fait un petit peu bizarre, mais enfin, on mélange ça avec les mains parce que seule la main est vraiment capable de reconnaître, je dirais, de voir si tout est bien assaisonné. Je goûtais et c'était toujours assaisonné, je dirais, comme mon patron de l'époque m'avait appris à le faire. Hein. Donc ça, c'est la vinaigrette qui est vraiment minute. Alors, c'était fait avec des produits de qualité. C'est ce qui fait qu'il y avait une qualité à la fin. Maintenant, on va quand même parler un tout petit peu des vinaigres. Hein. Les vinaigres, il y en a quand même dans finalement. Vinaigrette, il y a vinaigre. Il y a vinaigre. Il y en a quand même de 36 sortes. Hein. Le premier, le plus basique, c'est le vinaigre blanc d'alcool. C'est un vinaigre qui est tout simplement issu de la transformation de la molécule d'alcool en acide acétique. Alors, c'est un vinaigre qu'on trouve dans le commerce et généralement, il fait à peu près 8 degrés d'alcool à son maximum, mais on en trouve parfois à 7 degrés. Alors, comment fait-on cette préparation, ce vinaigre-là? Donc, on va donc partir d'alcool, que ce soit de l'alcool de blé ou de l'alcool, je dirais blanc de raisin, par exemple. On va le mettre à fermenter de manière à ce que l'alcool devienne de l'acide, et puis on va, je dirais, corriger le taux d'acide. Hein. On va le corriger comment? Eh bien, en ajoutant de l'eau distillée, de l'eau pure, de manière à ce que le vinaigre soit standardisé et qu'il soit toujours à 8 degrés. Alors, c'est un vinaigre qui est utilisé dans toute une série d'usages, bien sûr culinaires, mais y compris dans des usages de nettoyage et d'hygiène domestique. Hein. Oui, on l'utilise, c'est un très bon anticalcaire. Oui, et on l'utilise aussi pour raviver la couleur du linge. Hein, on l'utilise éventuellement en friction. Bon, pas pur, il faut regarder ce qu'il faut le diluer, mais on peut utiliser de l'eau vinaigrée pour se rincer les cheveux. C'est un très bon dégraissant. Le vinaigre dans de l'eau est un des meilleurs, je dirais, détergents pour nettoyer les vitres. Hein. On conseille d'ailleurs de nettoyer les vitres avec de l'eau vinaigrée, hein, ou éventuellement de l'eau avec de l'ammoniac, mais le vinaigre, ça marche également, et puis de frotter avec du papier journal. Bon, voilà, donc le vinaigre blanc est vraiment utilisé, si je peux dire, à toutes les sauces. Alors, on l'utilise, par exemple, pour faire coaguler le blanc d'œuf lorsqu'on cuit des œufs pochés. Hein, on ne met pas de sel, mais on met du vinaigre dans l'eau bouillante dans laquelle on va pocher les œufs, les œufs pochés. Donc, ça fait coaguler le blanc. Donc, ce vinaigre-là, évidemment, on peut l'utiliser pour la vinaigrette. Et je vous donne directement une petite recette d'une dame qui fait une vinaigrette excellente et qui est quasiment une maman pour moi. Je lui ai demandé, mais enfin, comment vous avez une aussi bonne vinaigrette? Ah, ben, qu'elle m'a dit, c'est pas compliqué. Elle prend du vinaigre blanc d'alcool, elle prend de la moutarde, elle prend évidemment de l'huile, elle ne prend pas d'huile d'olive, elle prend une huile neutre. Alors, elle mélange tout ça, du sel, du poivre, elle ajoute de l'oignon finement ciselé, et puis elle ajoute des œufs durs qu'elle concasse, hein. Et alors, elle fait donc sa vinaigrette à l'avance, et elle la réalise déjà dans le plat dans lequel la salade va aller. Et alors, il est effectif que quand elle laisse macérer comme ça pendant à peu près 1 heure, hein, les oignons et les œufs durs dans le mélange de moutarde, d'huile et de vinaigre, on a quelque chose de superbe. Hein, donc voilà. Et après, elle mixe ça? Elle ne mixe pas, hein. Elle n'utilise même pas de fouet, donc ni mixeur ni fouet. Elle travaille, je dirais qu'elle travaille à la cuillère, hein, et puis et à la fourchette, et puis elle laisse reposer tout ça. Alors au moment de passer à table, en tout cas de consommer la salade, elle ajoute la salade, c'est simplement de la laitue, hein, qui a été nettoyée par ailleurs, qui a été essorée. Bien sûr, il faut plus qu'elle contienne d'eau, sinon ça va vraiment détendre votre vinaigrette. Et elle l'ajoute dedans, et puis elle remue, et c'est extraordinaire. Donc le vinaigre d'alcool, il n'a pas de goût particulier, je dirais, si c'était celui de vinaigre d'alcool qui est reconnaissable et que certains apprécient vraiment, je dirais,
plus qu'il ne le faut, parce que moi je n'aime pas trop ce vinaigre-là, mais je dois reconnaître que dans certaines vinaigrettes, c'est pas mal. Et on peut mettre comme ça ce genre de vinaigrette-là avec une salade de pommes de terre froides, ça va aussi être génial. Après, vous avez les vinaigres de vin. Alors les vinaigres de vin, c'est quasiment l'essentiel des vinaigres finalement. Il y a des vinaigres de vin rouge, il y a des vinaigres de vin blanc, il y a des vinaigres de vin rosé. C'est un peu de là que le vinaigre tient son Mais nom. c'est de là, vin aigre, hein, bien entendu. Oui. Alors, j'ai quand même regardé, parce que les vinaigres, ils n'ont pas tous la même puissance. En règle générale, les vinaigres de vin ont une acidité qui est comprise entre 6 et 7 degrés. Et parfois, c'est souvent 6,5. Alors, on pourrait croire, je dirais que certains vinaigres sont beaucoup plus doux, en se disant, par exemple, un vinaigre balsamique, par exemple, pourrait être très doux. Alors, certains le sont certainement. Je reste persuadé qu'il y a des vinaigres balsamiques qui titrent seulement 4 degrés. Par contre, beaucoup de ceux qu'on vend dans le commerce, et là je l'ai vérifié expressément pour ne pas raconter de bêtises, sont quand même à 6,5, 7 degrés. Ce qui veut dire qu'à peu de choses près, ils ont la même puissance en acidité que le vinaigre blanc d'alcool, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que on a sans doute rectifié ces vinaigres-là de manière artificielle en ajoutant de l'acide acétique, mais pour que lorsque la ménagère, je dis la ménagère, mais c'est pas vraiment, je dirais, c'est pas péjoratif, hein. Je dirais la personne qui va cuisiner, va assaisonner ses salades, qu'elle n'ait pas une trop grande différence entre la quantité de vinaigre qu'elle doit mettre proportionnellement à la quantité d'huile. Alors vous avez également les vinaigres aromatisés. Alors les vinaigres aromatisés, c'est par exemple le vinaigre de vin blanc à l'estragon, hein, tout simplement. Vous avez des vinaigres qui sont colorés et qui sont aromatisés au caramel pour donner l'impression que ce sont des vinaigres de vin vieux, alors qu'en fait, ce sont des vinaigres d'alcool qui sont simplement, je dirais, aromatisés et dans lesquels on a mis un peu de vin pour donner la couleur et un petit peu de goût, hein, du vin réduit, et on met du caramel pour donner de la couleur. Alors, vous avez les vinaigres balsamiques où on rencontre, je dirais, je vais pas dire le pire et le meilleur, je vais dire le banal et le meilleur. Alors, à l'origine, le vinaigre balsamique, de quoi est-ce qu'il est composé? Il est composé de la fermentation de mou de raisin. Alors, le mou de raisin, ce n'est pas du vin, c'est du jus de raisin qu'on avait même éventuellement fait réduire. Et vous avez des vinaigres balsamiques de qualité qui coûtent, on va vraiment dire, la peau des fesses. J'ai des flacons, par exemple, de 1 décilitre de vinaigre balsamique qui peuvent coûter 10 €. Hein. Alors, on ne s'en sert pas, évidemment, pour assaisonner la salade, sinon ce serait un crime. Donc, on s'en sert tout simplement pour mettre parfois 2-3 gouttes sur une préparation où le vinaigre va rester, je dirais, apparent. Et quand on va déguster la préparation à l'endroit où la goutte de vinaigre crémeux aura été mise, on a une sensation gustative, je dirais, Et ce extraordinaire. vinaigre est crémeux. Mais le vinaigre, il était épais. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé, pour imiter ce vinaigre-là qui naturellement était épais et coule un peu comme une sauce caramel, on a créé la fameuse crème de vinaigre balsamique. Alors, qui, elle, est bon marché, qui a servi dans des centaines de restaurants à faire des petits points de décoration, je dirais un petit peu partout dans l'assiette. Alors, on a, je dirais, le goût du vinaigre balsamique, mais on ne l'a pas avec la puissance d'un vinaigre balsamique qui peut coûter, je dirais, comme je l'ai dit, une dizaine d'euros pour un flacon d'un décilitre, par exemple. Donc, c'est une imitation, c'est un ersatz, qui peut faire plaisir, mais enfin voilà. Alors, on a fait là-dessus, dans la foulée, des crèmes de vinaigre balsamique à toutes sortes d'histoires, hein. On les a fait à la mangue, on l'a fait aux figues, on l'a fait aux poires, on l'a fait à la framboise, etc. De nouveau, ça a été la grande mode pour faire des décors d'assiettes, hein, au point qu'on vendait ces préparations culinaires, dirons-nous, dans des bouteilles en plastique munies d'un petit bec, hein, d'une petite pointe, un peu comme une seringue, je vais dire, hein, qui permettait de tracer des lignes, de faire des gouttes, etc. Bon, la mode est un peu passée. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais, mais disons que c'était quand même assez banal. Et puis, vous avez le vinaigre de cidre. Alors, le vinaigre de cidre, lui, il existe aussi, comme le vinaigre de vin, d'ailleurs, en plusieurs qualités. Il existe en vinaigre bio et en vinaigre ordinaire. Généralement, ici, celui que j'ai vu et que j'ai acheté, il fait 4 degrés et demi de puissance d'acide acétique. Alors, vous vous rendez compte, je viens de vous donner quelques chiffres, qu'entre un vinaigre d'alcool qui est à 8 degrés d'acide acétique et un vinaigre, je dirais, de cidre qui n'est qu'à 4,5, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes proportions lorsque vous réalisez une vinaigrette. C'est pour ça que quand on vous donne des recettes en disant, de manière péremptoire, une vinaigrette, c'est 1 cuillère de vinaigre et par exemple 3 cuillères d'huile, c'est faux.
Ça peut être 3 cuillères éventuellement, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6. Ça dépend du vinaigre qu'on emploie au départ. Alors, vous avez toute une série de vinaigres, je dirais, qui sont maintenant réalisés avec des jus de fruits. Hein, vous avez des vinaigres, enfin des vinaigrettes, mais c'est souvent des vinaigres en fait aromatisés, au yuzu, à la mandarine, à l'orange, à tout ce que vous voulez. Mais ce qui a vraiment la cote pour le moment, ce sont les agrumes exotiques. Hein. Donc bien sûr, le yuzu qui est cet agrume qui vient du Japon en principe, qui a finalement la couleur et l'acidité du jus de citron, voire même du limon tellement c'est acide, avec le parfum de la mandarine. Ça, c'est la Tu en as grande déjà mode. parlé dans un Oui, épisode au j'en avais début de déjà l'année. parlé, mais enfin, Tu c'est m'avais une parlé mode du qui est vinaigre là, de qui est... calamansi aussi. Comment? Tu avais parlé du vinaigre de calamansi. Oui, aussi, voilà. Alors, ce sont tous des vinaigres assez exotiques qui sont pas mauvais. Hein, il y a maintenant aussi le vinaigre de kiwi, il y a le vinaigre de mangue, enfin bon. Donc, c'est un mélange généralement de vinaigre blanc d'alcool et du jus de fruits ou de la pulpe de fruits en question. Bon, il y a le vinaigre de pomme verte, c'est pas mal non plus, hein, mais il ne faut pas croire que ce sont des pommes vertes qu'on aurait fait, je dirais, comment dirais-je, fermenter et qu'on aurait transformé en vinaigre. Non, ce sont vraiment des mélanges de pulpe, parfois d'arômes, je dirais, artificiels ou naturels qui viennent soutenir ce goût. Ça a une certaine originalité. On ne peut pas non plus les employer n'importe comment. Ces vinaigres un peu spéciaux vont éventuellement convenir des salades auxquelles on va donner un petit goût exotique. Hein, mais ne faites pas, par exemple, votre mayonnaise, enfin, quoique, ça pourrait se faire, hein, mais en principe, ce n'est pas destiné à faire une mayonnaise. Alors, comment fait-on, Marc, maintenant, lorsqu'on veut déterminer quelle est la quantité respective d'huile et de vinaigre? Alors, pour ça, je vais quand même vous parler des différents types de vinaigrettes. Vous avez la vinaigrette, je dirais, spontanée, qu'on fait au moment, je viens déjà d'en dire un mot. Et puis, vous avez les vinaigrettes dites instables. Ce sont les vinaigrettes qui vont se décanter. Alors, on les trouve bien évidemment dans le commerce. Hein. Ce sont les bouteilles où vous avez une partie, souvent, je dirais, qui occupe à peu près un tiers du flacon dans le fond, qui est jaunâtre, brunâtre, opaque. Et puis vous avez l'huile qui surnage au-dessus, avec éventuellement dans cette huile des herbes ou des épices. C'est une vinaigrette que vous êtes obligé, je dirais, de réémulsionner, donc vous devez agiter le flacon avant de vous en servir pour qu'il y ait de nouveau ce mélange entre l'huile et le vinaigre qui s'opère. Sinon, si vous ne mélangez pas avant de vous en servir, vous n'avez que l'huile qui sort en premier lieu et vous n'avez pas d'acidité. Donc, vous pouvez évidemment réaliser cette vinaigrette-là vous-même. C'est ce qu'on appelle la vinaigrette classique. Donc, je vous donne un petit peu la manière de faire, mais non les proportions, parce que ça, j'en parlerai après. Donc, qu'est-ce qu'on met dans cette vinaigrette? On met de la moutarde, bien entendu, du sel, du poivre, on met de l'échalote ou de l'oignon finement ciselé, et puis on mettait soit de la ciboulette, soit du persil finement ciselé également. Alors, la technique n'est pas compliquée. Dans le fond d'un bol, on met sa cuillère à café de moutarde. On met un peu de sel, on met un peu de poivre, on dilue dans un premier temps avec un petit peu de vinaigre, et puis alors on ajoute l'huile. Ensuite, on mélange le tout au fouet, on goûte et on rectifie l'assaisonnement en fonction du sel et du poivre, bien entendu, mais surtout en fonction du vinaigre. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Sinon, on en rajoute. Alors, il est évidemment toujours beaucoup plus facile de rajouter du vinaigre que d'en retirer, parce que le retirer, on ne sait pas. Quand on a mis trop de vinaigre, on n'a qu'une seule solution, c'est d'ajouter de l'huile pour contrebalancer. OK? Oui. Alors, il y avait la vinaigrette qu'on appelle vinaigrette blanche également. Alors, les vinaigrettes blanches, ce sont des vinaigrettes qui sont opaques et qui décantent beaucoup moins. Alors, comment fait-on pour les réaliser? Eh bien, on va prendre non pas de la moutarde, ou en tout cas, si on prend de la moutarde, on ajoutera l'équivalent, une bonne cuillère à café, de mayonnaise déjà réalisée. Alors, il faut savoir que la mayonnaise, elle, contrairement à la vinaigrette, c'est une émulsion qui est stable. Stable veut dire qu'elle va très peu décanter, elle va rester, je dirais, opaque. Et ça, on trouve ça également dans le commerce, des vinaigrettes qui sont comme ça, je dirais, non décantées. Ce sont des vinaigrettes généralement de type vinaigrette à la ciboulette ou à la framboise, etc. Alors, comment réaliser cette vinaigrette? De la même manière, vous mettez votre moutarde, vous mettez votre petite cuillerée de mayonnaise, vous ajoutez un petit peu de vinaigre, et puis vous continuez à monter avec l'huile. Et en règle générale, cette vinaigrette-là ne décante pas. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser comme liant la lécithine qui se trouve dans la mayonnaise. Donc, quand on réalise une mayonnaise, on met des jaunes d'œufs, et dans les jaunes d'œufs, il y a de la lécithine. Alors, la lécithine est une molécule un tout petit peu particulière, c'est qu'elle a un pôle, donc une partie de la molécule qui est hydrophobe, et l'autre qui est hydrophile.
mais ça veut dire qu'elle va faire des micelles. Alors des micelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des toutes petites, je dirais, des toutes petites sphères où il y a, je dirais, intégration et liaison entre la partie aqueuse, c'est-à-dire le vinaigre, et la partie grasse qui est donc l'huile qu'on va ajouter. Hein. Et comme il faut très peu de lécithine pour un volume donné pour être, disons, performante, eh bien le peu de mayonnaise qu'on va mettre va suffire à faire une vinaigrette qui soit opaque. Alors maintenant, il y a des modes de réalisation. J'ai parlé du fouet. Il y a des personnes qui font, ménagèrement parlant, leur vinaigrette avec une cuillère ou avec une fourchette, une cuillère en bois ou à la fourchette. Et puis les professionnels, ils vont utiliser un mixeur. Alors la ménagère, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut utiliser le mixeur plongeur de son passe-potage, tout simplement. Alors vous mettez dans le fond de votre gobelet la moutarde, vous mettez éventuellement la mayonnaise, vous mettez le sel, le poivre. Ensuite vous ajoutez le vinaigre, vous ajoutez l'huile, et puis vous mettez votre mixeur en route. En le tenant bien sûr dans le fond là où il y a la moutarde et la mayonnaise, et puis lorsque ça commence à se mélanger, vous remontez progressivement et vous avez votre vinaigrette qui est toute faite. Le professionnel qui travaille en plus grande quantité, lui va prendre plutôt ce qu'on appelle un blender, donc un mixeur avec l'hélice dans le fond et le bocal au-dessus. Et puis alors il y a une solution intermédiaire que j'ai achetée et qui fonctionne pas mal du tout. Ce sont des petits, je dirais, des petits bocaux en plastique dans lesquels vous mettez tous vos ingrédients et vous fermez le petit récipient par un couvercle qui est muni de l'hélice, en fait. Vous le retournez, vous le déposez sur le bloc moteur et puis vous mettez en route. Alors, ce petit appareil qui ne coûte pas très cher, il a un gros avantage. C'est qu'une fois que votre vinaigrette est réalisée, bien sûr, il faut la doser correctement au départ, sinon vous devez réouvrir, goûter, etc. Une fois que la vinaigrette est réalisée, vous remplacez le couvercle qui contient l'hélice par un couvercle avec un bec verseur et un système d'operculation. Ce qui veut dire que quand vous faites votre vinaigrette dans ce petit appareil, vous pouvez par la suite le mettre au réfrigérateur et vous avez finalement votre flacon de vinaigrette qui est fait et qui est valable pendant 2, 3, 4 jours sans aucun problème. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, si on mixe comme ça tous les ingrédients ensemble, si je veux mettre de la ciboulette, si je veux mettre de l'oignon et la ciboulette vont se retrouver mixés et puis finalement, on ne distinguera plus. Or, quand on prend une vinaigrette dans laquelle on a mis de l'échalote ou de l'oignon ciselé et des herbes, on aime bien quand même encore sentir sous la dent le petit goût croquant du petit bout d'oignon, le petit goût croquant du petit bout d'échalote. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez, ciseler votre oignon, ciseler votre échalote et l'ajouter après avoir mixé pour réaliser la vinaigrette et non pas avant. Petit conseil également, si vous comptez garder votre vinaigrette pendant 2-3 jours, ne mettez jamais ni de l'oignon, ni de ni de l'échalote crue. Vous devez les faire tomber un petit peu à l'huile au micro-ondes. J'ai déjà expliqué comment on faisait. Vous prenez un petit bol qui va au micro-ondes mais qui a un couvercle, vous mettez une petite pincée de sel, vous mettez un petit filet d'huile, vous mélangez, et puis vous mettez au micro-ondes pendant, selon la quantité, 30 secondes, 1 minute 30. Et vous ajouterez donc cette fine échalote ciselée, cuite dans la vinaigrette. Ça évitera qu'elle ne fermente dans la vinaigrette pendant que vous la garderez pendant 2-3 jours. Ça, ce sont des conseils de réalisation. Maintenant, vous allez me dire, mais je voudrais bien faire une vinaigrette en mettant moins d'huile. Bon, par quoi peut-on remplacer l'huile? On peut la remplacer tout simplement par de l'eau qu'on a liée. Alors, il y a plusieurs possibilités, mais ça commence à devenir un petit peu du chipot, comme on dit. Il faut vraiment faire des petites quantités, ce que ne font bien sûr pas les industriels. Quand vous regardez la composition de certaines vinaigrettes, vous verrez qu'il y a des amidons modifiés. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des amidons que l'on a modifiés de manière à ce qu'ils aient, je dirais, une standardisation de leur pouvoir de liaison. C'est pas du poison, c'est pas toxique, et ce n'est pas comme certains de mes élèves ont cru à une époque, des organismes génétiquement modifiés, ça n'a vraiment rien à voir. C'est la raison pour laquelle maintenant, on trouve plutôt amidon transformé plutôt que modifié. Ça évite, je dirais, les fausses croyances. Donc, on prend de l'eau tout simplement, que l'on va lier, en faisant cuire l'amidon avec l'eau, et on va s'en servir pour remplacer une partie de l'huile. Le pouvoir, je dirais, gustatif va rester similaire, puisque finalement, qu'est-ce qui donne le goût à la vinaigrette? Ce sont, je dirais, c'est l'huile évidemment, mais ce sont les vinaigres qu'on va utiliser, ce sont les moutardes qu'on va utiliser, et ce sont les épices qu'on va mettre. Alors, il y a une autre solution, c'est d'utiliser certaines gommes.
Alors, vous regardez sur les vinaigrettes, vous verrez gomme de ceci, gomme de cela, farine de guar et ainsi de suite. Ce sont des produits qu'on trouve sur Internet. Moi, j'ai utilisé de la gomme de xanthane. Forcément, j'ai dû en acheter 1 kilo, mais j'ai vu sur Internet qu'on en trouvait par petites boîtes de 100 grammes. Alors, c'est un liant quasiment instantané à froid, la gomme de xanthane. Vous en mettez un quart ou une demi-cuillère à café pour, je dirais, 2 décilitres et demi, 3 décilitres de vinaigrette. Vous allez voir, ça va vous donner une texture de vinaigrette, parce que vous allez mettre évidemment une partie d'eau. Ça va donc lier votre vinaigrette et elle va avoir un aspect, je dirais, un petit peu sirupeux comme ça, alors que vous allez, par exemple, diminuer la quantité d'huile de 50%. Ce sont des choses que vous devez essayer. Maintenant, le plus important, c'est comment fait-on pour doser justement la quantité respective d'huile et de vinaigre. Alors, la manière empirique, c'est de travailler avec la cuillère à potage. On dit, voilà, je vais essayer ma vinaigrette en mettant une cuillère à café de moutarde, puis je vais mettre une cuillère à potage de vinaigre, et puis je vais mettre 3 cuillères d'huile. Et puis, on mélange, on goûte, et on se dit, bon, ben, il y en a pas assez de l'huile, j'en rajoute une cuillère pour que ce soit un petit peu moins pointu. Et puis, j'en rajoute encore une cuillère. Et puis là, je me rends compte, évidemment, que j'en ai ajouté trop parce que j'ai de nouveau déséquilibré ma vinaigrette, mais dans l'autre sens. Je rajoute maintenant une cuillère à café de vinaigre. Bon, ça fait beaucoup de chipotage. L'idéal, pour moi, c'est de grammer. Alors, comment fait-on pour grammer? Bon, ben maintenant, toutes les balances électroniques fonctionnent généralement au gramme près. Vous grammez en mettant le récipient dans lequel vous faites votre vinaigrette sur la balance, vous mettez votre moutarde, vous refaites la tare et vous mettez par exemple l'équivalent d'une cuillère à potage de vinaigre. Vous regardez ce que ça fait, 30 grammes par gramme, ok, vous notez 30 grammes. Vous ajoutez l'huile. Alors, le fait de grammer va vous permettre de travailler, je dirais, quasiment au gramme près. Lorsque vous avez mis votre 3 cuillères d'huile, que vous avez noté le poids, et que vous dites il n'y en a pas assez, mais que vous avez peur d'en mettre une de trop, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez 4 ou 5 grammes d'huile à la fois. Vous mélangez, vous goûtez. Et quand vous avez, je dirais, la vinaigrette qui vous correspond, qui correspond à ce que vous souhaitez, au niveau de l'équilibre entre l'acidité, je dirais, et l'huile, vous notez ça sur un bout de papier et vous savez qu'à l'avenir, vous devez toujours respecter les mêmes proportions, vous pesez et vous aurez toujours un résultat qui sera standard. Ok. Ça, c'est la manière de faire. Alors, pourquoi? Parce que c'est la manière que les industriels utilisent. Vous pensez bien que lorsqu'on met dans des grandes marques une vinaigrette au point, on réalise plusieurs concentrations. Ensuite, on va faire déguster ça à un panel qui va dire, moi, je préfère celle-là ou je préfère telle autre. Et puis, on en tient compte. On fait des moyennes et on se dit, voilà, la vinaigrette qui a, je dirais, reçu le plus de voix, le plus d'appréciation, c'est celle qui contient telle quantité d'huile et telle quantité de vinaigre. On ne travaille évidemment pas à la cuillère quand on fait ce genre de test. On travaille au gramme près, de manière à avoir quelque chose qui soit fiable. Alors, vu les quantités qui sont mises en œuvre dans l'industrie, on travaillera forcément après avec une remise du gramme vers le litre. Et on sait que pour faire une quantité de 3-4 000 bouteilles de telle sorte, il faut X centaines de litres d'huile et X centaines, je dirais, de vinaigre, de bouteilles ou de litres de vinaigre. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est pour chacune des vinaigrettes que vous allez faire, essayez d'établir un standard. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, si je travaille avec, par exemple, des huiles différentes, si je travaille avec des vinaigres différents, je dois chaque fois recommencer. Ben, évidemment, puisque vos vinaigres n'ont pas la même puissance, tout simplement. Oui. J'entendais encore une question. Nous avons parlé de beaucoup de produits, mais pas du produit finalement qui est le plus important dans la sauce. L'huile. C'est l'huile. Oui. Alors, forcément, il y a des huiles qui sont des huiles, je dirais, neutres de goût, et puis vous avez des huiles qui sont aromatisées. Quand je dis aromatisées, ça veut dire que elles ont naturellement du goût, voire qu'on lui a ajouté des épices ou bien des aromates. Alors, au niveau des huiles qui sont neutres, ben, vous avez l'huile de soja, bien entendu. Vous avez les huiles d'arachide, les huiles de maïs, l'huile de tournesol. Ce sont donc des huiles qui n'ont pas beaucoup de goût, qui en ont très peu. Et puis, vous avez les huiles à goût fort. Vous avez l'huile de noix, l'huile de noisette, par exemple, l'huile d'amande, l'huile d'olive. Donc, selon les variétés, elle est plus ou moins forte. Et certaines huiles donnent aussi l'impression parfois d'être un peu acide. C'est le cas de certaines huiles d'olive. Donc, l'huile qu'on va employer va aussi conditionner,
je dirais, la quantité respective d'huile et de vinaigre qu'on va utiliser. Donc c'est la raison pour laquelle il est quasiment obligatoire, si on fait souvent de la vinaigrette, de dire, bon, je me fais mon petit carnet de recettes, où j'établis une bonne fois pour toutes les proportions, et chaque fois que je vais devoir en réaliser, je ne serai plus tenu de travailler, d'aller au hasard, d'aller à l'aventure, parce que je sais qu'il faudra X grammes de vinaigre et X grammes de telle huile. À noter que certaines huiles ont intérêt à être coupées. Une huile qui n'est faite, une vinaigrette, pardon, qui ne serait faite qu'avec de l'huile de noix, il faut vraiment aimer, hein. Moi, je conseille, c'est de couper au moins moitié-moitié, soit avec une huile tout à fait neutre si on veut respecter le goût de l'huile de noix, mais on peut très bien, évidemment, mélanger de l'huile de noix et de l'huile d'olive, par exemple, ça ne pose aucun problème. Alors, est-ce qu'il n'y a que le vinaigre qu'on peut utiliser, Marc, pour faire des vinaigrettes? Bah oui, mais je pense à ceux qui sont un peu intolérants au vinaigre. Ah bon, eh bien Quels justement, sont les substituts? le plus grand substitut, c'est le jus de citron, évidemment, hein. Ah On bon? peut très bien faire une vinaigrette au jus de citron, hein. Vous remplacez le vinaigre par du jus de citron. Attention, le jus de citron, il est acide, hein. Oui. Donc, de nouveau, ne croyez pas que si vous allez mettre, je dirais, du jus de citron à la place de votre vinaigre de cidre habituel et pour lequel vous avez établi des proportions, ne croyez pas que ça va marcher. Si vous prenez du jus de citron, vous êtes obligé de recommencer et de dire pour du jus de citron et pour l'huile que j'utilise habituellement, quelle est la quantité de l'un et quelle est la quantité de l'autre que je dois utiliser. Et alors, il y a aussi les jus d'agrumes. Faire une vinaigrette, par exemple, au jus d'orange, c'est vraiment pas un problème, hein. Ah oui? Ah oui, mais seulement vous allez avoir une vinaigrette qui sera très douce. Ou alors, vous devez faire un mélange entre du jus d'orange et un petit peu de jus de citron ou un petit peu de vinaigre. Il n'y a aucun problème. En faisant ça, vous ne faites jamais que faire ce que les industriels font, hein. Lorsqu'ils réalisent un vinaigre au yuzu, ils mettent par exemple 40% de yuzu pour 60% de vinaigre blanc d'alcool. Ah oui. Donc, vous le faites vous-même, tout simplement, hein. Vous mettez du jus d'orange et vous mettez une petite cuillerée de vinaigre blanc d'alcool qui va amener un peu plus d'acidité, tout simplement. Et sinon, un vinaigre que j'aime beaucoup, c'est vinaigre au miel. Eh bien, j'allais en parler, parce que j'allais dire Oui. qu'une des vinaigrettes que j'aime beaucoup, c'est la vinaigrette de cidre au miel. Alors, si vous voulez la réaliser, je dirais, avec les deux produits séparés, c'est pas compliqué, hein. Une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de miel, vous mettez votre vinaigre de cidre, et puis vous mettez votre huile tout simplement, et vous avez une vinaigrette au miel, ici instable. Vous voulez qu'elle soit stable, vous remplacez, ou bien vous ajoutez à votre cuillère de moutarde une cuillère à café de mayonnaise, votre cuillère de miel comme je viens de l'évoquer, et puis alors vous avez une vinaigrette qui sera une vinaigrette blanche au miel, tout simplement. Bon, moi je vais te dire comment j'ai fait la vinaigrette. Peut-être que je me trompe. Ma mère m'a dit de mettre un oignon, une cuillerée à soupe de moutarde, Alors on est déjà dans les grandes quantités là, du hein. vinaigre, Oui, sel, poivre, et puis de l'huile. ben voilà, Et tu mixes. Et en fait, il y a tellement d'oignons que ça émulsionne. tout à fait. Ça ressemble à la mayonnaise en fait. Mais c'est sans mayonnaise. Et donc quand je sers ça comme vinaigrette, les gens me disent « Ah mais c'est de la mayonnaise ». Mais non, il n'y a pas d'œufs dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire des vinaigrettes? Le degré d'acidité d'une vinaigrette va aussi dépendre de l'aliment qui est à assaisonner. Ça, on l'oublie parfois un petit peu, hein. Ah oui? Ben oui. La Bah, même c'est assez de la quantité, salade? la même quantité d'une vinaigrette, si on doit assaisonner une salade, je dirais qui est un petit peu amère, ne sera pas la même que si on assaisonne du riz ou des pommes de terre, par exemple. Ah oui. Hein, donc, et les salades entre elles, selon le type de salade, de nouveau, il va y avoir des différences. Je vais prendre un exemple tout simple. La grande mode maintenant, et depuis quand même quelques années, ce sont les salades dans lesquelles on met en plus des fruits. Oui. Il est évident que si on a des fruits qui viennent en accompagnement ou en garniture de la salade, on n'a pas besoin de mettre autant de vinaigrette que ce qu'on mettrait d'habitude, parce que le mélange fruits et vinaigrette très forte, ça ne va pas donner un bon résultat. Hein, au contraire, il faudrait éventuellement une vinaigrette plus douce ou moins de vinaigrette tout simplement. Ok. Hein, parce que sinon, ça ne va pas. Il ne faut jamais non plus que dans le fond du plat, la vinaigrette finisse par couler. Idéalement, la bonne quantité de vinaigrette à utiliser, elle doit enrober les légumes, enrober des feuilles de salade, mais elle ne doit pas être résiduelle dans le fond du plat. Si elle est résiduelle dans le fond du plat, c'est qu'on en a mis trop tout simplement. C'est un peu comme une marinade pour les salades. Oui, voilà, mais ça, je dirais que ça, c'est l'erreur qu'on fait, c'est quelquefois d'en mettre trop. Et à ce moment-là, on a un surplus de vinaigrette, et quand on arrive avec les dernières feuilles de salade dans le fond du plat, c'est tellement imbibé de vinaigrette et tellement imbibé d'acide que ce n'est même plus agréable à manger. Bon, Donc et là, il faut alors, vraiment ne pas en mettre trop.
quelle vinaigrette tu conseillerais alors si je veux faire une salade de feuilles de pissenlit? Ah ben là, je prends à ce moment-là du vinaigre de vin, carrément. Ah oui? Alors, je prends du vinaigre de vin et alors je prends une huile de colza par exemple, ou une huile de pépin de raisin. Sauf si maintenant je veux vraiment avoir un goût typé, je peux monter dans l'huile d'olive. Mais disons, moi je prendrais vinaigre de vin, ou en tout cas un vinaigre de type à l'ancienne et une huile de colza qui ira très bien. Et dis-moi, est-ce qu'on peut utiliser des huiles un peu bizarres comme l'huile d'avocat ou de l'huile de chanvre? Oui, tout à fait. Moi, j'adore l'huile de chanvre en vinaigrette. C'est une huile qui a un côté herbacé assez particulier. J'aime bien l'utiliser pure. Maintenant, celui qui dit, moi, je préfère l'utiliser coupée, vous pouvez très bien la couper en deux. C'est en plus une huile qui a des vertus extraordinaires. C'est de toutes, je pense, d'après ce que j'en ai lu, celle qui a les meilleurs rapports entre les différents acides gras essentiels, qu'on appelle les oméga, oméga 3, oméga 6, oméga 9, etc. Les proportions, pour que ce soit des bienfaits pour l'organisme, les proportions doivent être, je dirais, de la manière dont l'huile de chanvre est structurée. C'est vraiment la meilleure manière dont les proportions puissent être entre les différents omégas, c'est celle-là. Et alors, c'est ce qu'on appelle l'huile la plus sèche de toutes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une huile sèche? On appelle une huile qui est résorbée par la peau. Lorsqu'on fait des massages, je dirais, à l'huile, des massages relaxants, il y a des huiles qui restent sur la peau qui ne partent pas facilement. Et l'huile de chanvre, par contre, elle est quasiment absorbée tout de suite. C'est ce qui prouve qu'elle a le bon équilibre pour le corps humain. C'est qu'elle est absorbée très rapidement. Oui, non, le chanvre a beaucoup de vertus de toute façon. Oui, maintenant ce n'est pas du chanvre indien, ce n'est pas un chanvre, je dirais, Hallucinogène. hallucinogène, et il n'y a aucun risque à consommer de l'huile de chanvre parce que, je Et dirais, elle n'a pas. concernant les autres types d'huile, genre huile de noix, huile de noisette, huile de pépin de raisin, Mais par exemple, l'huile de chanvre, elle va par exemple s'intégrer assez facilement avec de l'huile de noix ou de l'huile de noisette. On peut très bien faire le mélange, je dirais, des deux. Euh, L'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile d'amande, ce sont des huiles qui ont la particularité de rancir assez vite. Donc, c'est la raison pour laquelle on les vend généralement en petits flaconnages et dans des flaconnages opaques. Ce sont des huiles qui doivent être gardées idéalement dans un endroit frais, éventuellement le réfrigérateur. L'huile de pépin de raisin, son gros avantage, c'est qu'elle ne fige pas au froid. Donc, on peut très bien mettre sa vinaigrette ou même l'huile carrément au réfrigérateur, en chambre froide, elle ne va pas durcir, contrairement à l'huile d'olive qui, elle, va figer. Vous voyez, ça, c'est un gros avantage. Donc la vinaigrette, on garde ça combien de temps au frigo? Alors moi je conseille que c'est une vinaigrette tout à fait artisanale et qui ne contient pas de produits, disons, de conservation. C'est de l'utiliser dans les 2 jours et grand maximum 3 jours et d'essayer de mettre en garniture des ingrédients qui ont été cuits. Donc j'ai parlé de l'échalote et de l'oignon ciselé qu'on a fait cuire au micro-ondes. C'est également le cas pour les herbes. Dans ce cas-là, je suggère par exemple de ne pas mettre la ciboulette ou le persil dans la vinaigrette même. Si vous conseillez la garder pendant 2-3 jours, c'est d'ajouter votre ciboulette et votre persil sur la salade au moment de faire le mélange, mais non pas de le mettre dans la vinaigrette. Ou alors, vous devez mettre, comme le font les industriels, des herbes qui sont sèches, Ah oui. mais pas des herbes fraîches. Les herbes fraîches sont susceptibles de fermenter après 2-3 jours. Donc, pour éviter les problèmes, on ne les met pas dans la vinaigrette si on veut la garder. Ouais. Imagine quelqu'un qui soit un peu trop pointilleux sur les bords, un espèce de maniaque de la cuisine. Est-ce qu'il y a moyen d'allier ou d'accorder la vinaigrette avec la marinade de la viande qu'on a cuite? Mais on pourrait à condition, par exemple, d'utiliser la même huile et qui serait d'utiliser les mêmes épices ou les mêmes herbes que la marinade. Oui, pourquoi pas. Donc en fait, on rajoute du vinaigre à une marinade et ça fait une vinaigrette. Mais en gros, il faut rajouter du vinaigre et il faut rajouter aussi un peu de moutarde pour que ça tienne. Oui. Oui, ok. Oui. On pourrait. Oui. L'avantage de la vinaigrette, c'est qu'on peut en faire une très petite quantité comme ça dans Oui, une coupelle. Et alors, il y a un petit appareil dont je n'ai pas encore parlé, mais que j'ai acheté, que j'ai en plusieurs exemplaires. C'est un petit batteur à vinaigrette. Ça a été la mode. D'ailleurs, Boris Vian le chantait dans une de ses chansons. Il parlait de la moulinette à faire la vinaigrette. Donc, on a comme ça un petit pot, qui est gradué généralement. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est qu'il y a 3 ou 4 recettes sur le petit pot, sur les côtés. C'est un petit pot qui est transparent. Et vous avez comme ça les doses d'huile et de vinaigre respectifs qu'il faut mettre.
il y a une petite ligne, il y a un petit trait qui indique, donc c'est assez facile à faire. Vous remettez le petit couvercle qui est muni d'une manivelle et de 2 petits batteurs, hein, et vous réalisez votre vinaigrette de cette manière-là. Et quand vous avez enlevé le système mécanique, vous ajoutez un petit bouchon spécial qui vient s'adapter et vous avez un flacon de vinaigrette, je dirais, que vous pouvez garder dans votre frigo. Ça coûte quelques euros pas dans les brocantes, mais dans les magasins, je dirais, de déstockage, etc. Comment tu appelles ça? C'est une moulinette à faire la vinaigrette, mais bon, je ne sais pas, il y a parfois des noms de marque. Bon, ça tient plutôt du gadget qu'autre chose, hein. Mais enfin, c'est quand même pratique. Parce que ce que je vois, apparemment, ce sont effectivement des shakers maintenant. Alors, il y a aussi des On ne se shakers à fatigue plus vinaigrette, faire ça existe, effectivement. Ouais. Ça existe. Shaker à vinaigrette, et donc effectivement c'est gradué, et en fonction des aliments, tu rajoutes. Et souvent ce sont des aliments non miscibles, donc si tu peux rajouter ta vinaigrette, ton vinaigre et puis ton huile, ils se mélangent pas tout de suite. Il faut mettre un peu de moutarde quand même pour que ça tienne un petit peu, hein. Voilà. Ok. Et la moutarde en grains? Alors, on peut mettre de la moutarde en grains. Le seul problème, c'est que vous avez différents types de moutarde en grains. Il y a la moutarde de Meaux, par exemple, qui n'est quasiment composée que de grains. Et là, pour moi, elle n'est pas très utile parce que la partie farine de la moutarde, c'est ce qui va lier, hein. Donc, ce que je ferai à ce moment-là, c'est prendre soit une moutarde qui contient des grains de style moutarde à l'ancienne. Elle contient des grains, mais pas que, hein. Et alors, comment dirais-je, vous aurez un résultat plus correct. Ou alors de mettre, je dirais, 1/3 de cuillère à café de moutarde en grains pour 2 gros tiers de cuillère à café de moutarde traditionnelle, genre moutarde de Dijon. Et là, de nouveau, hein, la moutarde fait beaucoup parce que vous avez des moutardes qui sont douces et d'autres qui sont, je dirais, très vinaigrées et très pointues, très piquantes parfois. La moutarde de Dijon est connue pour être une moutarde qui est hard, hein. Alors vous avez des moutardes belges par exemple qui sont beaucoup plus douces, et vous avez aussi toute une série de moutardes aromatisées. Vous avez des moutardes à l'estragon, des moutardes au verjus, des moutardes à la framboise, des moutardes, je dirais, au cumin, enfin tout ce que vous voulez. Ça va aussi déterminer évidemment le goût final de votre vinaigrette. Oui, mais moi je me souviens toujours que le seul conseil c'est qu'il y en a qu'une seule qui maille, hein. Je dois reconnaître que la moutarde de maille est ma préférée et j'ai beau, je dirais, tester d'autres moutardes. Il y a des moutardes belges qui ont de grande qualité. Il y a la moutarde Bister et puis il y a la moutarde Tyrentein à Gand, la moutarde gantoise, qui est réalisée donc dans cette bonne de Gand. Et quand on va dans la boutique, je dirais, de la maison où on la fabrique encore là sur la petite place où elle se trouve, vous entrez dans le magasin, vous avez vraiment l'impression d'entrer dans un magasin du 19e siècle, hein. On vous sert encore la moutarde dans votre flacon, parce que vous achetez des flacons, je dirais sur place, il y a des petits, des grands, des flacons. Tu peux venir avec ton flacon. Oui, des flacons en verre, des flacons en grès, enfin tout ce que vous voulez. Et puis la moutarde se trouve dans un tonneau en bois, et la demoiselle ou la préposée qui sert, elle plonge une louche dans la moutarde, et elle arrive, hein, parce qu'il faut quand même le voir, je l'ai d'ailleurs filmé, hein, elle arrive à vous verser sa louche de moutarde dans votre petit pot, sans en mettre la moindre goutte à côté, hein. Et la quantité qu'elle va mettre, ça déborde pas, hein. Elle en a pas plein ses doigts quand elle a fini, hein. Wow. Si vous passez par la ville de Gand, vous allez chercher votre petit pot de moutarde chez Tyrentein, vous verrez quand même le spectacle. Ça fait un peu penser à ces maîtres de cave dans les caves de Xérès, là, qui plongent dans les fûts de Xérès je dirais leur espèce de louche étroite, et qui arrivent à 50-60 centimètres de haut, à le verser dans votre verre à Xérès sans en mettre la moindre goutte à côté. Eh bien, on a un petit peu ce genre de cinéma-là, finalement. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable quand j'ai manipulé de la moutarde avec les doigts. Alors tu dis, oh, c'est bon, tu lèches tes doigts parce que parfois ça t'arrive quand tu fais la cuisine pour toi tout seul, tu vas pas te laver les mains, tu vas te lécher les doigts. Et puis j'oublie que j'avais de la moutarde et puis j'ai un truc dans l'œil et je me frotte l'œil. Ah oui, ça c'est bien ça. Non. Faut pas. Faut pas. Et alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, comme on est là à ce petit stade d'expérience, c'est quand on a nettoyé des piments rouges ou des piments verts, mais c'est surtout les rouges, on a donc enlevé les pépins. On dit toujours, il faut faire ça avec des gants. Parce que si on se frotte les yeux après coup, là, on a les yeux qui pleurent, on a les yeux qui piquent. C'est terrible. Et même, encore mieux que ça, même quand on s'est lavé les mains soigneusement au savon, pendant quelques heures, ça continue à piquer. Donc, c'est dire que la capsaïcine peut être très forte, hein.
En parlant de piment, est-ce que tu en rajouterais dans la vinaigrette? Il y en a qui en rajoutent. Hein. La seule chose, c'est que si on rajoute du piment dedans, comme je viens d'expliquer, vous prenez votre piment, vous enlevez la queue, vous l'équeutez au couteau, vous le fendez en deux. Vous travaillez avec des gants de chirurgien pour faire ça, hein, donc des gants jetables. Et puis vous enlevez avec beaucoup de précaution tous les petits grains blancs qui se trouvent à l'intérieur. Après quoi, soit de vous couper de toute fine lanière dans votre piment, soit de vous le hacher en petits dés minuscules et vous le mettez dans la vinaigrette. À ce moment-là, attention, pas de poivre dans la vinaigrette, vous risqueriez d'avoir un résultat beaucoup trop piquant, beaucoup trop pointu. Hein. Oui, je suis en train de regarder effectivement sur Amazon, je suis tombé sur un magnifique petit mélangeur à vinaigrette comme ça avec une manivelle au-dessus. C'est ça. Le truc est gradué, après tu peux verser directement. Et ça coûte quelques euros, non? 14 €. Ah, quand même. Quand on va, disons, dans certaines petites boutiques, on les a pour 5-6 euros. Voilà, donc allez regarder un petit peu autour de vous. Sinon, est-ce que tu as parlé des vinaigriers ou le fait de faire son vinaigre soi-même? Ah, je peux en parler. Parce que c'est quelque chose que tu faisais toi aussi. Tout à fait. Alors, j'ai reçu dans une autre vie, c'est donc il y a très longtemps, un beau vinaigrier en grès artisanal. Alors, ça se présente comme une espèce de pot muni d'un petit robinet qui est en bas, qui est à 3-4 centimètres du fond du récipient. Et alors, généralement, au-dessus, il y a un couvercle en grès également qui est censé le fermer. Alors, petite remarque, et ça vaut la peine quand même d'en parler. Donc, comment fait-on son vinaigre soi-même? Bon, on récolte généralement tous les fonds de bouteilles de vin rouge qu'on peut rencontrer, et ça arrive souvent, surtout quand, je dirais, on reçoit beaucoup, ou bien quand on travaille dans un restaurant, et, on remarque que bien souvent, quasiment toutes les bouteilles, je dirais 95% des bouteilles reviennent à l'office avec 1 voire 2 centimètres de vin. Donc, on peut récupérer tous ces vins-là. Attention, il ne faut pas faire de mélange. On fait soit du vinaigre je dirais de vin rouge, soit du vinaigre de cidre. Je me suis laissé dire que le vinaigre de vin blanc était beaucoup plus difficile à réaliser soi-même, mais en règle générale, on fait ça avec du vinaigre de vin rouge. Alors évidemment, si de temps en temps on met un petit fond de rosé ou un petit fond de blanc, ça ne va pas nuire. On n'a évidemment pas du vinaigre qui arrive spontanément comme ça, hein, sinon il faut attendre très longtemps. Donc ce qu'on fait, on essaie de se procurer chez quelqu'un qui en a un morceau de mer de vinaigre. Il faut savoir que la mer de vinaigre, c'est le voile qui se forme progressivement, c'est un voile de moisissure, hein, qui se forme progressivement au-dessus du vinaigre. En principe, lorsque la mer de vinaigre, moi j'ai eu une mer de vinaigre qui était devenue quasiment comme un foie d'oie quasiment, hein, sanguinolent comme ça, tout rougeâtre. Lorsque la mer de vinaigre, en principe, descend dans le vinaigre, c'est qu'elle est morte, elle n'est plus bonne. Une bonne mer de vinaigre doit rester en suspension au-dessus. Donc de là, l'intérêt, c'est d'être toujours très très vigilant, très prudent. Lorsqu'on reverse du vinaigre sur son vinaigrier, c'est de ne pas faire couler la mer de vinaigre. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit verser le vin en le faisant longer le bord du récipient à l'intérieur, de manière à ne pas, je dirais, détruire la mer de vinaigre qui se reforme et qui se met au-dessus. Alors, autre précaution, et alors elle est vraiment extrêmement importante, vraiment, vraiment, vraiment très importante. On pense qu'il suffit tout simplement de remettre le couvercle, je dirais, du récipient au-dessus pour l'operculer. C'est une erreur, parce que le vinaigre a une grande ennemie, c'est la mouche du vinaigre. Ah oui. La mouche du vinaigre, c'est la drosophile. Elle apprécie le vinaigre au point que les pièges à drosophile qu'on trouve dans le commerce et qui coûtent parfois très cher, ils sont constitués d'un tout petit flacon dans lequel il y a une mèche qui descend. Alors on place ce petit flacon-là, je dirais, en dessous, je dirais, d'une structure de papier collant, hein, sur lequel viennent s'agglutiner les drosophiles. Et qu'est-ce qu'on met dans le petit flacon? On met tout simplement du vinaigre de vin qui va les attirer. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de ces fameuses drosophiles qui vont sentir le vinaigre à des dizaines, si pas des centaines de mètres à la ronde, qui vont entrer dans votre habitation et qui vont aller contaminer votre vinaigre? Parce que qu'est-ce qu'elles vont faire, les drosophiles? Elles vont aller pondre leurs œufs dans votre vinaigre, oui, sur la mer, et vous allez avoir des larves de drosophiles, des vers, donc de mouches, sur votre vinaigrier. Donc, ça ne va pas. Alors, il y a une solution, et ça, on me l'a donné il y a déjà donc comme ça une trentaine d'années. Il faut prendre un bas en nylon, hein. Petit clin d'œil, on n'est pas obligé de prendre un bas usagé, on peut prendre un bas qui est neuf évidemment, hein. Et alors on le tend, on le découpe et on le tend au-dessus
de l'orifice du vinaigrier et on le fait tenir avec un élastique. Voilà. Et là, il y a l'air qui peut passer, mais les drosophiles, elles ne savent pas passer. Et il faut le retirer chaque fois qu'on rajoute du vin? Bref, idéalement, oui, parce que sinon, il va y avoir du vin qui va coller là au-dessus et les mouches vont encore être attirées aussi. Oui. Donc, idéalement, on enlève l'élastique, on retire le morceau de nylon qu'on a tendu et puis on remet le morceau de nylon après. Hein. Mais est-ce qu'on a besoin de ça pour que le vin tourne au vinaigre? Mais c'est-à-dire qu'on a surtout besoin, c'est qu'il y ait toujours un contact qui soit, que l'air puisse passer, mais que les drosophiles ne puissent pas entrer. Donc, on est obligé d'operculer convenablement. Et alors, quand on veut faire démarrer, ça c'est un collègue qui m'avait donné l'astuce, quand on veut faire démarrer, je dirais, son vinaigrier, au début, il y a du vin, mais il y a que du vin et on doit attendre. On prend tout simplement 1 ou 2 cuillères de riz, du riz blanc, oui. Du riz blanc, je dirais non lavé, donc du riz blanc en vrac, pas dans les petits sachets à cuisson qu'on met dans l'eau. Hein. Donc vraiment du riz qu'on achète par paquet de 500 grammes ou d'1 kilo. On prend 1 ou 2 cuillères à potage de riz, on les saupoudre sur le vin, le riz va tomber dans le fond et c'est lui qui va amorcer la mer de vinaigre. Ah oui, et ça prend combien de temps pour amorcer? Il faut connaître que ça va prendre, je dirais, quelques semaines. Et en principe, après l'équivalent de 2 mois, on peut commencer à vérifier si son vinaigre est bon et à le soutirer. Il faut être honnête, hein, on n'a jamais un vinaigre avec un taux d'alcool, je dirais, extrêmement élevé. Hein. Pas question d'avoir un vinaigre à 8 degrés avec ça. Hein. Vous avez généralement un vinaigre à 4,5, 5 degrés. On va dire éventuellement 6 si on a de la chance, mais c'est un vinaigre qui reste quand même peu piquant. Hein. Et donc, je pourrais y mettre, par exemple, la bouteille de vin bouchonnée ou de... On peut y mettre exactement, quand on a du vin bouchonné, on le met dans son vinaigrier, ça ne pose aucun problème et on a même parfois un très bon vinaigre après. Et si le vin m'a madérisé? Aucun problème non plus. Aucun problème. Parce que ça m'a fait du mal de jeter Non, une parce bouteille qu'on à peut très l'évier, bien, j'aurais pu en faire du vinaigre. faire du vinaigre de Madère comme on fait du vinaigre de Xérès, donc il n'y a pas de problème. Ah oui. Et donc, ça se récolte une fois que le vinaigre est bon. Alors, il y a 2 solutions. Soit on le soutire au fur et à mesure de ce qu'on en a besoin, hein. Oui. Mais lorsqu'on va rajouter, par exemple, beaucoup de vin rouge au-dessus, il faudra attendre un certain temps qu'il se transforme en vinaigre, soyons d'accord. Hein. Oui. Il faut au minimum 2 mois, c'est ce qu'on compte généralement, pour que le vin qu'on a mis devienne du vinaigre. Mais lorsqu'on a soutiré, alors moi je conseille en fait, hein, dans ce cas-là, c'est de ne pas soutirer au fur et à mesure. Lorsqu'on a une certaine quantité, on le soutire, on le met dans une bouteille, bien entendu qui ferme, on le garde dans sa cuisine ou au frigo. Attention, quelquefois on peut se retrouver avec une deuxième mer de vinaigre dans sa bouteille, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc ça c'est quand je dirais la transformation de l'alcool en vinaigre n'est pas totale. Comme c'est un vinaigre naturel, il y a des ferments dedans. Donc quand on le soutire, on peut très bien avoir un vinaigrier qui se reforme dans la bouteille qu'on a soutirée. Hein. Et que c'est néfaste, ça? Non, c'est pas néfaste, mais je veux dire, faut pas être surpris, ça peut arriver tout simplement. Le vinaigre, ça conserve indéfiniment? Quasiment, oui, bien sûr. Ok, donc les dates de péremption sur les vinaigres, c'est un peu un non-sens alors. Disons qu'il faut en mettre parce que la loi l'exige, mais quand on parle de vinaigre de vin vieux, faut quand même pas oublier qu'il y a des vinaigres parfois, dans le cas des vinaigres balsamiques, qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, je dirais, il est un petit peu bête de parler de vinaigre avec des dates de péremption à 6-7 mois, quand vous en avez d'autres qui ont 30 ans d'âge. Hein, ça n'a pas donc je beaucoup de pourrais sens. remplir mon vinaigrier, le laisser tourner au vinaigre et puis le laisser macérer des années avant de le soutirer. Moi, je ne ferais pas ça. Ça pourrait se faire évidemment, hein, mais je dirais que ce que je ferais, c'est lorsque j'ai suffisamment pour pouvoir tirer une bouteille, je la tire, et puis après je rajoute du vin au fur et à mesure que j'ai du vin, bien entendu. Alors le vin, c'est la même chose. Plutôt que de le rajouter, il y a plusieurs possibilités. Soit on le rajoute par toute petite quantité à la fois, et on soutire le vinaigre par petite quantité à la fois, soit on soutire une grande quantité de vinaigre en une fois, et à ce moment-là, on met son vin, ses fonds de bouteille en réserve, et on les ajoute en une fois également. C'est 2 manières de travailler différentes. Mais soit c'est petit à petit, aussi bien dans l'alimentation, je dirais que dans le soutirage, ou bien c'est en grande quantité, au soutirage et dans l'alimentation. Mais il faut que l'un aille avec l'autre. Mais je vois qu'il y a des très beaux exemplaires disponibles sur Internet. Il faut compter à peu près 70 € pour un vinaigrier. Je vois qu'il y en a même en bois, en chêne. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça apporte quoi? En fait, ça apporte le fait que bon, quand on faisait vieillir du vinaigre, on pouvait le faire vieillir en fût de chêne. Donc les fûts étaient des récipients
hein, avant que l'inox n'existe, avant que le verre dans de grandes quantités, dans de grands volumes n'existe. C'était le fût, c'était le tonneau qui étaient les récipients, je dirais aussi bien pour conserver du poisson, hein, c'était ce qu'on appelait des caques. On mettait le poisson au sel dans des fûts en chêne. On mettait évidemment des alcools à vieillir dans des fûts en chêne. On mettait le vin à fermenter dans des fûts en chêne Oui. et par la suite à vieillir également. Et c'est la raison pour laquelle on a mis aussi du vinaigre dans des fûts en chêne à un moment donné. Alors c'est un peu un retour au naturel. Alors est-ce que ça apporte quelque chose? Bon, il y a peut-être un passage, si le bois est du chêne et qu'il est neuf, de tanin vers le vinaigre, mais bon, je ne sais pas si ça apporte énormément. Et donc le vinaigre qu'on fait soi-même avec un vinaigrier, est-ce qu'il faut le filtrer avant de l'utiliser ou bien il est prêt à l'emploi? On n'est pas obligé de le filtrer. La seule chose que vous allez avoir, c'est que le vinaigre risque d'être un peu trouble. Ah. Et comment est-ce que je peux pallier à ça? Ah, tout simplement en le filtrant, hein. Ok. Soit avec un filtre de type filtre à café, soit avec de l'ouate, hein. Ok. Ou encore avec un filtre à liqueur, par exemple. Oui, un filtre à liqueur. Je pense pas que j'ai ça chez moi. Non, mais un filtre à café de type Mélita va fonctionner aussi, hein. Ok. Et donc je peux faire D'autant plus que maintenant on trouve en grande surface des filtres à café avec des pores qui sont de tailles différentes, hein. Selon le type de café qu'on veut, il y a des marques comme ça de filtres à café qui font ça. Oui. Vous avez des tout petits trous, des moyens trous, bien des gros trous, voilà. Oui. Mais donc je peux faire ma vinaigrette avec ce vinaigre? Bien entendu. Ok. La seule chose, c'est que pour avoir un résultat en acidité suffisant, vous devrez mettre plus de vinaigre que ce que l'on a quand on a du vinaigre industriel. Et comment je peux tester l'acidité? Qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? On fait un test en grammant. Ah, non, parce que je suis en train de préparer ma liste de cadeaux de Noël et un vinaigrier. Moi, ça me tente bien. Surtout, je vois, ils sont un peu... Pour en recevoir un, ça. Oui, bien sûr. Ah ben oui. Et puis pour t'en offrir un, parce qu'apparemment, Mais j'en ai un, hein. Mais tu l'utilises? Oh non, je n'en fais plus. J'en ai fait pendant des années, mais j'ai encore du vinaigre que j'avais réalisé à cette époque-là, d'ailleurs. Ah, ok. Parce que je vois que celui en chêne, il est disponible en 3 litres ou 6 litres. Je pense qu'il faut garder du 3 litres parce que 6 litres, c'est vraiment, si on a vraiment, en tant que professionnel, un restaurant, par exemple, et j'ai connu des restaurants qui faisaient leur vinaigre eux-mêmes. Hein. Ils peuvent encore? Si on a vraiment, comment? Ils peuvent encore le faire eux-mêmes? Je pense qu'il n'y a pas d'interdiction. Ouais, parce que c'est un peu comme les fonds, hein, où tu laisses macérer pendant longtemps oui, tout à fait, mais ce n'est pas vraiment le même mode de travail, hein. Les fonds, c'était vraiment la marmite perpétuelle. Ici, le vinaigre, il y a peu de risques, à mon sens, de contamination ou de maladie. Hein. Parce que je vois que les vinaigriers engraissent en général une quantité de 4 litres. Ça, c'est le beau vinaigrier. Oui. Je pense que c'était celui que j'avais, c'était 4 litres. Et puis, il y en a comme ça de toutes les couleurs, et il faut compter un bon 70 € à peu près, hein, pour en avoir un qui a l'air bien, quoi. Mais ce qui est bien, c'est de s'entendre avec des gens de sa famille ou bien avec des voisins, hein. À ce moment-là, vous dites, bon, à tout le monde, dites quand vous avez des fonds de bouteilles de vin rouge, vous les rassemblez dans une bouteille, puis vous me la gardez, hein. Oui. Et puis, comme ça, vous allez recevoir de gauche et de droite des 2/3, des 3/4 de bouteilles de vin rouge que vous gardez. Et quand vous devez, je dirais, en remettre dans votre vinaigrier, vous en remettez. Attention, un vinaigrier ne fonctionne pas, je dirais, en étant rempli jusqu'à la gueule, hein. Faut pas vouloir le remplir trop. Moitié, 2/3, éventuellement 3/4, mais on ne va pas plus haut, hein. Oui. On ne le remplit pas jusqu'au-dessus. Et alors, ce qu'on fait, on va par exemple soutirer 1 demi-litre de vinaigre, on va rajouter 1 demi-litre de vin. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et ça sent pas mauvais? Non, pas du tout. Ah, parce qu'il y a quand même quelque chose qui macère là-dedans. Non, ça ne sent pas mauvais du tout. Il y a éventuellement à proximité un petit goût de vinaigre forcément, mais ça ne sent pas mauvais. Non, pas du tout. Et on peut utiliser ce vinaigre pour nettoyer? Disons que comme c'est un vinaigre coloré, ce n'est peut-être pas l'idéal, évidemment. Ouais, alors, un autre point auquel il faut être attentif, c'est le sointement. Parce que moi, j'ai eu la blague, j'avais déposé mon vinaigrier sur une espèce de petite carpette sur un appui de fenêtre. Et alors, au niveau du bouchon en liège dans lequel était enchâssé le petit robinet en bois, il y avait un très léger sointement. Il n'était même pas visible, hein, c'était vraiment quasiment imperceptible. Eh bien, ça a fini après quelques semaines par imbiber la carpette, laquelle carpette imbibée de vinaigre a attaqué le marbre blanc de l'appui de fenêtre, et alors le marbre blanc a été gaufré. Donc il y avait
je dirais, les traces de la trame de la carpette qui était en Donc dessous. tu as voulu protéger ton marbre et en fait tu l'as... Et en fait, je l'ai abîmé en ayant même, je dirais, une création d'un relief en 3 dimensions sur le marbre. Hein. Bon, c'est dans une cuisine, c'est pas très grave. Qui encore L'appui déjà de pu fenêtre fenêtre en est à marbre? hauteur Dieu, mais enfin voilà, faut être prudent. Il vaut mieux mettre en dessous un récipient, genre une assiette par exemple. Hein. Mhm. Non, moi je regarde ça parce que je deviens de plus en plus intéressé par le fait maison, le vrai fait maison. Et donc, ou alors faut faire comme moi, hein, quand vous invitez des gens à manger chez vous et vous leur dites d'amener le vin. Et généralement, les gens apportent plus de vin que ce qu'on en boit. Et puis, Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est laisser du vin dans le fond de la bouteille. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça marche aussi avec des vins qu'on a vieillis. Genre, tu sais, le fond de la bouteille, il y a encore le dépôt là que personne La n'ose lie, boire, la tout lie à du fait. vin. J'ai même failli avoir, mais c'est un monsieur qui est décédé maintenant, vient un jour à la maison un cousin de maman qui était plus âgé qu'elle et qui me dit, tu sais, qui dit, j'ai retrouvé chez ma mère, chez maman dans sa cave, toute une série de vieilles de bouteilles de vieux Bourgogne. Alors il me parle de 1957, etc. Bon, des machins comme ça, en me disant, écoute, qui dit j'ai goûté une bouteille, il n'est plus très bon. Hein, qu'est-ce que je fais? Je le jette à l'égout, t'as pas? Je dis non, par ici. Je vais faire du vinaigre avec. Bon, il est évident qu'avant de faire du vinaigre avec, j'aurais peut-être essayé de l'employer plus intelligemment. J'aurais d'abord vérifié s'il était réellement passé, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, j'aurais éventuellement pu en faire des sauces ou des marinades. Hein. Ah ben ça, c'est un excellent sujet d'épisode. Hein, comment Ah oui. récupérer son vin qui est Il faut imbuvable. savoir qu'un vin bouchonné, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, hein, un vin bouchonné, donc qui n'est plus buvable en tant que tel, ça ne pose aucun problème ni pour faire une marinade ni pour faire une sauce. Parce qu'en fait, on va faire bouillir le vin quand on fait une sauce. Et les goûts qui sont amenés par le goût de bouchon, ce sont des goûts qui sont volatiles, donc qui disparaissent. Oui. Alors moi, j'ai toujours comme ça le frisson, le hérissement des poils quand je vois que des gens me disent ou quand j'entends « Oh, j'ai ouvert telle bouteille de vin, il était passé, je l'ai vidé à l'égout. » Je dis « Mais non, il faut pas faire ça. À la limite, vous me le donnez, moi je m'en servirai, mais on peut s'en servir pour faire des sauces au vin, une entrecôte marchande, etc. Ça ne pose aucun problème. » Souviens-toi, quand j'avais fêté mes 30 ans, hein, j'avais voulu faire l'intéressant et j'avais acheté des vins de mon année de naissance. Et Oui, donc, je m'en rappelle. Et il y en avait qui étaient il mauvaises. y avait dedans un Saint-Julien Oui. de 30 ans. On l'a débouché et au moment où on l'a goûté, il était bouchonné. Et j'ai dit mince, il est bouchonné. Bon, on l'a laissé respirer. 1 heure après, C'était parti, tout à fait. Ça c'était peut arriver. un divin breuvage. Juste le fait de l'aérer est suffisant parfois. Donc maintenant, quand j'ai un vin bouchonné, je le laisse un peu respirer et parfois même 24 heures parce que c'est ce qu'on fait avec les vieux vins, on les laisse respirer en carafe. Oui, mais pas forcément 24 heures. Mais enfin, c'est vrai que quand on a un vin qu'on va mettre en carafe, on va tellement l'aérer qu'on va parfois faire disparaître l'odeur parasite qui s'y trouvait, effectivement. Ok, donc voilà, donc on peut faire soi-même son vinaigre, Avec lequel on fera sa vinaigrette. sa vinaigrette. Alors, il est évidemment un petit peu plus compliqué, c'est de faire sa propre huile, hein, à moins d'aller glaner des tournesols dans le champ du voisin, ou bien des grains de maïs, ou bien de planter du chanvre dans son jardin et puis essayer d'en faire On de trouve l'huile. encore assez Enfin, voilà. facilement des petits quand j'ai été en France cet été, on trouve encore assez facilement des petits producteurs locaux d'huile, Tout à fait, oui. d'huile végétale, qu'elle soit pas de chanvre, De pépins de raisin même, voilà, de noisettes. de tournesol, d'huile d'olive, d'huile de machin chouette, enfin bon. Donc, merci beaucoup pour cet épisode sur la vinaigrette. J'espère que maintenant ça va vous inciter à vous aussi faire des vinaigrettes. Mais ça tombe bien en fait parce que finalement, on arrive à la rentrée, les gens vont commencer un peu à faire attention parce que surtout ceux qui ont fait des excès pendant les vacances. Et généralement, on commence à manger un peu plus sainement. Il y a 2 périodes comme ça dans l'année, en janvier et puis à la rentrée, comme ça, quand il y a une transition. Les gens se disent, oh, je vais faire un petit peu attention parce que aussi, Mais ça me donne l'occasion d'encore ajouter quelque chose parce qu'il y a tellement à dire sur les vinaigrettes. On voit maintenant dans le commerce des vinaigrettes au yaourt, hein. Et ça, je n'en ai pas touché un mot, donc je vais le faire rapidement. oui. C'est aussi un moyen qui permet de remplacer l'huile par quelque chose d'autre. Donc, au lieu de mettre, je dirais, 100% d'huile, vous mettez 50% yaourt
et 50% Et ça se oui. mélange bien? Ça se mélange bien sûr, ça se mélange bien. Il faut plutôt prendre un yaourt à la grecque, un yaourt Alors moi, brassé. c'est ce que j'allais dire. L'idéal, c'est de prendre un yaourt à la grecque, parce que ce sont des yaourts qui sont doux. Alors paradoxalement, on pourrait dire, oui, mais bon, si le yaourt est acide, ça marche très bien dans une vinaigrette. Ben non, il vaut mieux mettre un yaourt doux et surtout très crémeux, très fluide, hein, pas un yaourt qui n'a pas été brassé. Donc un yaourt grec, c'est l'idéal. Et à ce moment-là, vous avez une vinaigrette qui sera une vinaigrette blanche de toute façon. Vous mettrez suffisamment de vinaigre et suffisamment d'huile que pour qu'on n'ait pas de problème et qu'on ne sente pas qu'on mange trop du yaourt finalement. Hein. Mais même ce petit goût de yaourt n'est pas dérangeant parce que le yaourt est naturellement légèrement acide quand il est bien fait. Et c'est un yaourt que vous pouvez après aromatiser. Enfin, c'est une vinaigrette que vous pouvez aromatiser avec toutes les herbes que vous voulez. Ça se marie très très bien, voire même éventuellement un peu de ketchup. Et alors vous avez, je dirais, un peu la sauce des Américains, la Thousand Island sauce, hein, qui est en fait une sauce cocktail allégée, une sauce cocktail fluide, hein, pour toute une série de salades américaines dans lesquelles vont entrer des ananas, de la laitue, de l'orange, etc. Ça peut très bien fonctionner. Non, parce que si je pense à ces personnes qui retournent au boulot, au bureau, qui prennent leur sandwich avec eux ou leur salade, hein, maintenant. Leur salade avec des grains de quinoa, Voilà, avec des choses comme ça. voilà, Hein. pas spécialement. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu rentres des vacances, tu te rends compte que tu es un petit peu dans la dèche et t'attends le prochain salaire. Et donc, plutôt que d'aller manger à la cantine ou d'aller manger au restaurant en bas, tu dis, je vais ramener mon déjeuner avec moi et puis tu ramènes, tu mets des feuilles de salade dans une avec 2-3 ben, comme tu as déjà plusieurs fois expliqué comment on fait une salade, hein, il y en avait un épisode d'ailleurs sur les salades d'étudiants qui vous donne un peu une idée des accompagnements De ce qu'on qu'on peut mettre peut faire. sur une salade. Et puis le petit truc, ben, tu rajoutes à côté, tu viens avec ta petite bouteille de vinaigrette, de ton vinaigre à toi, la Ah, vinaigrette maison. mais j'ai une collègue où je travaille qui fait ça. Hein. Elle vient quasiment tous les jours avec son bol de salade varié. Alors elle a dans un des tiroirs de son bureau son petit flacon de vinaigrette, qui est un petit flacon de vinaigrette maison, parce que c'est un flacon qui n'est pas un flacon du commerce. Et alors, si j'arrive au moment de l'heure où elle commence à manger, bon ben voilà, elle prend son bol de salade, elle ouvre son tiroir et puis elle met un petit peu de sa vinaigrette maison, elle mélange le tout et bon, autant vous dire qu'elle a la ligne. Hein. Mais en fait, entre nous, j'avais lu ou j'avais entendu, je ne sais plus, j'ai appris que manger une salade à midi comme plat principal était même plus bénéfique que de manger un morceau de viande, parce que ça met Bah, beaucoup ça plus... dépend, bénéfique pourquoi? En fait, ça sollicite un petit peu moins de ressources pour le digérer. Donc, par exemple, une viande, ça va pomper beaucoup de Oui, ressources et oui, donc, du oui, coup, oui, tu oui, vas oui. somnoler parce que tout ton sang va être au niveau des voies digestives. Alors qu'une salade va prendre beaucoup plus de temps à digérer. Donc, la salade va nécessiter moins de ressources pour être digérée et va digérer plus longtemps. Donc, tu vas avoir un sentiment de satiété plus long et l'énergie va se dégager plus lentement. Alors que le morceau de viande, tu vas le manger, tu vas avoir un coup de barre et 1 heure et demie, 2 heures après, tu auras de nouveau faim. Et sans négliger l'effet coup de barre d'un repas trop copieux, je dirais par contre, c'est que quand je mange une salade ou des crudités comme repas, je dirais une demi-heure après, j'ai faim, en réalité. Oui, mais faut ça. Oui, mais est-ce que tu as mangé dans ta salade? Est-ce que ta salade a été équilibrée? Mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas de protéines et s'il y a peu d'hydrates de carbone, j'avais déjà expliqué ça, c'est que c'est un repas tout à fait déséquilibré. Hein. L'idéal quand on fait une salade, et j'en ai parlé, je pense que c'est l'occasion des Buddha Bowl, Oui. l'idéal c'est qu'il y ait un peu de tout, qu'il y ait à la fois des fibres, qu'il y ait donc des choses qui vous calent l'estomac, qui amènent des vitamines, qui amènent de l'eau, des sels minéraux, qu'il y ait des protéines sous forme de viande froide ou sous forme de fruits durs, et qu'il y ait des hydrates de carbone sous forme, par exemple, de pois chiches ou de lentilles. Hein, ça, c'est la salade équilibrée. Maintenant, quand il n'y a que de la salade même, je dirais des feuilles de radis et du mesclun, s'il n'y a que ça, on a quand même faim après. Hein. Ok, bon ben voilà, ceci clôture notre série d'été sur Parler Cuisine. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. En tout cas, j'espère que l'été a été aussi instructif au niveau gastronomique qu'il l'a été pour nous, si pas mieux. D'ailleurs, j'avais une petite remarque que je ramène de France. Je me suis dit, en me baladant là-bas, en parlant de barbecue, je me suis rendu compte que les Français, pour eux, un barbecue, ça se fait avec des saucisses et des merguez. Et je me suis rappelé que les merguez, il n'y a qu'en France que j'en mange.
J'ai beau me balader dans tous les autres pays d'Europe, la France, ça reste quand On même... en trouve en Belgique, des merguez au Oui, niveau barbecue. mais Merguez, il y c'est en a pas quelque chose énormément. qu'on va te dire, t'as pas de barbecue sans merguez. En France, c'est presque Ah oui, oui, oui. indispensable. Et je me rends compte qu'on est passé à côté de ça. Donc, je prie à tous les Français de nous excuser d'avoir omis le fait que l'exception culturelle française impose qu'il y ait des merguez obligatoirement à côté des chipolatas dans votre barbecue. Et ça ne change pas à ce que tu en as dit, hein. Là, ça reste de la viande hachée qui nécessite d'être cuite entièrement parce que sinon il peut y avoir un risque. Il y a danger Il y a potentiel, danger, voilà. donc, et puis bon, il y en a qui aiment les merguez. Personnellement, la viande piquante, je préfère encore quand c'est de la viande qui a été induite d'une marinade piquante. Voilà, donc c'était la petite remarque sur les barbecues avant de se quitter et de clore le sujet. Le mois de septembre arrive, donc le mois de septembre est très chargé pour toi, j'imagine, Guy. Le mois de septembre est assez chargé, et même, je dirais, le mois d'août, la fin du mois d'août également. Mais nous avons des sujets qui sont prêts à être diffusés. Hein. Oui, donc je rappelle que Guy est toujours dans l'enseignement et donc il est toujours soumis au desiderata de ses fonctions. Moi, personnellement, je vais avoir un mois de septembre aussi excessivement chargé au niveau professionnel. Donc, on a fait le plein d'enregistrements. On a déjà quelques épisodes d'avance. Oui, à l'épisode prochain, en fait, on a fait un enregistrement un peu désordonné dans le sens où l'épisode prochain, c'est un épisode qu'on a enregistré avant les épisodes suivants. Non. Non, on l'a enregistré après, mais il sera diffusé avant les épisodes qui suivent. Donc, j'ai essayé de faire comprendre. C'est un peu un genre de flashback, on appelle ça un prequel. Un préquel, ah voilà. oui. Un préquel, bon. On a eu l'opportunité de s'asseoir avec Pierre Troisgros. On a été invité. Je dois dire que l'opportunité était tellement énorme pour nous qu'on s'est dit on a tout fait pour pas rater ça, mais surtout on va pas trop essayer de se vanter avant, histoire que si ça se passe pas, on aura l'air malin. Donc finalement ça s'est super bien passé. Ça s'est passé, c'était dans la boîte, comme on dit. Les épisodes sont toujours en cours de montage, en cours de revue, parce que c'est du beau matériel. Tous ceux qui ont déjà eu leurs oreilles dessus nous ont dit que c'était très intéressant. Donc on essaye de... Nous avons eu droit à des confidences, hein, il faut quand même être franc. Nous avons eu des confidences d'une vie entière de travail. Non, mais c'est surtout, moi, ce qui m'a épaté, c'est que M. Troisgros a dit qu'il y a des questions que tu lui as posées qu'on lui avait jamais posées avant. Le gars, il a 90 ans. Ça, c'est vrai. Il a eu des journalistes tant qu'il faut, des interviews, il en a fait tant qu'il faut. Il a encore réussi à trouver les questions qu'on lui a jamais posées avant, quoi. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qu'il a dit. Enfin, il l'a dit à toi, pas à moi, évidemment. Oui, il a dit. Ah non, il me l'a dit à moi. Il a dit, oui, mais vous êtes le premier à me poser cette question-là. On ne me l'avait jamais posée en plus de 30 ans d'interview. Je prends ça comme un compliment extraordinaire. Bref. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé l'été avec nous. Tu voulais rajouter quelque chose, Guy ? À l'année prochaine, alors. Hein. L'année prochaine, année scolaire, tu parles ? Non, au prochain été. Mais avant ça, il y a encore plein d'épisodes. On se quitte pas, quand même. Oui, il y aura entre autres l'automne, pour lequel je réfléchis déjà fortement. Donc, je vous promets qu'il y aura des plats suisses. Ah, c'est du fromage fondu, ça, non ? Entre autres, parce que je suis allé en Suisse, entre autres en vacances, et il y aura également des plats de l'Est de la France. Ah, t'as été vérifier tes comptes. Je suis surtout allé rencontrer un autre cuisinier émérite, et je suis passé par son restaurant, dans une région qui s'appelle l'Ain, et pour les plus férus d'entre vous, vous aurez tout de suite deviné de qui je parle. Et je compte parler de la cuisine de cette région avec le plat le plus emblématique, je dirais, du coin. Voilà. Ok. Puis après, on a eu plein de demandes. Il y a quelqu'un qui veut qu'on parle des cakes, il y a quelqu'un qui veut qu'on parle des pâtés. Oui, maintenant il y aura les fêtes de fin d'année avant ça. Hein. Je pense moi je suis déjà en train de concevoir, je dirais, les plats du menu soit de Noël, soit de Nouvel An. Justement, le dessert est déjà quasiment finalisé. La grosse pièce de plat. Oui, tu vas encore changer d'avis. Oui, non, le plat principal également. Je vais essayer de vous trouver une entrée. Tiens, à la limite, si nos auditeurs veulent avoir un sujet particulier, ils peuvent toujours le soumettre aussi. Hein. S'ils veulent l'emploi d'un produit, voilà. Donc il y a la page Facebook, le compte Twitter. Il suffit de chercher Parler Cuisine Podcast sur Twitter, sur Facebook ou bien parlercuisine.com. Question@parlercuisine.com. Vous pouvez nous contacter.
On répond à vos questions. Vous pouvez nous suggérer si vous avez un menu de réveillon, si vous avez un plat particulier, si vous avez une préparation particulière. Essayez d'être précis quand même. Oui, Parce que quand on vient nous dire, oui, les pâtés, vous pourriez parler des pâtés. C'est large, c'est très large. Si vous pouvez raffiner, au plus c'est raffiné, au plus vous aurez de chances d'avoir une réponse précise. Parce qu'on a eu quelqu'un qui a dit, vous pourriez parler un peu plus des préparations qu'on peut faire pour les diabétiques. Dans ce cas-là, on pourrait faire un podcast rien que pour ça. Tout à rien fait. que sur ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ou alors on change notre fusil d'épaule et puis on ne parle que de ça. Mais on est toujours prêt à accommoder les demandes des auditeurs. Ça nous fait plaisir de le faire parce qu'au moins on sait qu'il y a quelqu'un derrière qui attend ça. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos recommandations, vos questions, voilà. Vos suggestions, voilà. Vos suggestions. J'espère que les vacances sont bien passées pour vous. Et puis bonne rentrée à tous. Et faites notre publicité. Oui, n'oubliez pas de parler autour de vous, hein. Surtout que maintenant, on est vraiment écoutable sur tous les téléphones. Apple Podcast, Google Podcast, Android Podcast, il y a des apps partout. Voilà. Parlez-en autour de vous. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.